Eh bien, bonjour à tous les repères-notes. Aujourd'hui, dans notre causerie du repère, notre sujet, ça va être un sujet de caméras qui viennent de sortir, pratiquement, des caméras de très haute qualité de chez Canon, C500 Mark II, donc dernier modèle de cette gamme-là, et chez Sony, la FX9, donc dérivée de la enfin, Forrest en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, chacun va présenter rapidement la caméra dans sa gamme. Et ensuite, on attaquera une conversation, en fait, qui consistera en un échange de vos expériences, à Greg et à Forrest. Et donc, on parle à bâton rompu de tout ce qui va nous sembler intéressant autour de ces deux caméras-là. Donc, commençons. C500 Mark II, Greg, en deux mots, tu peux la resituer. En deux mots, je peux la resituer. Ouais, bah c'est tout bêtement le capteur de la Canon C700, qui est la version full frame de la C700, qui est le haut de gamme chez Canon. Dans plus ou moins, on verra ça plus tard, mais on pourrait résumer ça un design, un form factor de C200. Donc quelque chose quand même de très compact et à un prix qu'on pourrait qualifier d'abordable pour ce genre de capteur full frame, donc issu de la C700. Voilà, en résumé. Rappelle le prix. Le prix, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais on est à 15 000 euros hors taxe à peu près sur cette machine, quoi. Complète. Complète. Alors, c'est un design modulaire, donc tu peux rajouter des briques pour la faire évoluer, donc il faut rajouter des sous. D'accord. Donc, ça, on verra ça dans le détail. On verra ça Bien. dans la OK. partie suivante. Et par ailleurs, donc, Forest, la FX9, La FX9, oui, bon, techniquement, c'est un nouveau produit dans une nouvelle gamme, la gamme des FX, mais je suis sûr que les gens connaissent quand même la FS7 depuis un petit bout de temps, et l'idée, c'est de reprendre ce form factor-là, mais de mettre dedans un capteur full frame aussi de nouvelle génération. Alors, il n'est pas issu d'une autre caméra, ils l'ont développé pour cette caméra, mais en substance, il fait penser à pas mal d'égards à celui de la Venice aussi. Donc, il y a un peu une démarche finalement assez analogue, celle de prendre un peu le top de ce qu'ils savent faire en termes d'électronique et de capteurs et de l'intégrer dans un facteur de forme voilà, plus compact, plus utilisable bon, surtout les gens du reportage, du documentaire, donc qui préfèrent les caméras plus légères avec une ergonomie peut-être un peu plus, voilà, plus légère et plus compacte. Et puis surtout bien reconnu aussi, parce que l'idée c'était que voilà, la FS7 elle avait bien cartonné à l'époque, donc il n'y avait pas spécifiquement de raison d'en changer, je pense. Et c'est assez analogue à ce que Canon a eu avec la C200, la C300 aussi, donc une ergonomie qui avait bien cartonné aussi. Et donc de prendre là un peu leur haut de gamme au niveau capacité de prise de vue, hein, le capteur full frame, et le mettre dans ce facteur de forme là, assez reconnu par ailleurs, quoi. quelle motivation, en fait, pour résumer, on peut avoir pour acheter une caméra full frame par rapport à une caméra Super 35 qui, elle, est nettement moins chère? Qu'est-ce qui va nous motiver à mettre ce prix-là? Bon, en dehors de l'assez élémentaire que quand on a une full frame, on a aussi une caméra Super 35 dedans, puisque toutes les full frame peuvent recadrer au Super 35. Bon, les avantages sont, à mon sens, évidemment, quand on filme en full frame, ça va de soi. Je pense que la plupart des gens ont dans l'intuition le côté profondeur de champ. Donc, quand on parle d'esthétique, ils vont de suite bon, se projeter que, évidemment, ça sera un peu plus flou derrière. Et donc, dans la dichotomie, plus c'est flou, plus c'est beau, ils vont peut-être se sentir plus rassurés de ça. Moi, je m'inscris presque en contre de ça. Peut-être pas exagéré non plus, mais c'est en tout cas, c'est un fait, c'est vrai. Effectivement, avec un capteur plus grand, on choisit des focales plus longues, et donc c'est un peu plus flou derrière. Dans la vie de tous les jours, en tant que photographe, ça fait pas une énorme différence, à ma connaissance. Ça rend le point plus dur, c'est vrai, sans forcément un bénéfice aussi flagrant que ce qu'on puisse imaginer. Les vrais bénéfices du full frame, ils vont se trouver ailleurs. Pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y en a une, elle est quand même liée à l'optique, c'est le champ de vision. Un full frame, ça voit plus large.
On a plus de champ. Donc là où en Super 35, peut-être on déciderait de reculer ou de prendre une plus courte focale, donc de modifier soit la perspective, soit la déformation géométrique. Avec un full frame, du coup, on peut se permettre de rester assez près avec des focales qui sont décemment longues. 35, 50, peut-être un 85, nous donne du champ. Et donc ça, c'est un truc, en tant que photographe, c'est assez délicieux à utiliser. Ceux qui n'ont jamais fait de moyen format peuvent pas imaginer. Mais en moyen format, un 85 justement, c'est un plan large, quoi. Et évidemment, à la chambre photographique, c'est encore plus vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà. Au niveau de l'esthétique, pour moi, ça parle plutôt de perspective. Ça parle de déformation géométrique de la lentille. Là, il y a un bénéfice qui est esthétique, qui est dans la qualité. Là, il n'y a aucun doute. Il y a un deuxième versant, à mon sens aussi. Elle est plutôt liée au capteur, au fait que nos capteurs sont des capteurs électroniques avec des pixels bien rangés, en grille, uniforme. Et voilà, ce qui se passe quand on fait du full frame, typiquement, de nos jours, on fait du suréchantillonnage. Donc chez Canon, c'est 5,9K, je crois. Enfin, bref, C'est c'est un ça. capteur 6K. Chez Sony, pareil, c'est un capteur 6K. Et notre livrable de plus haute définition sera un livrable 4K. On n'a pas de livrable 6K, on livre rien en 6K, on livre tout en 4K. Donc ça veut dire que chacun de ces pixels 4K est échantillonné depuis une réserve de pixels plus importante. Donc là, on n'est pas tout à fait sur doublé. Le ratio 1,5 qu'on observe, la 4K vers 6K, c'est celui que Harry avait choisi à l'époque pour l'Alexa, qui faisait du 2,8K pour un livrable 2K. Et ça, c'est un ratio qui a plus que fait ses preuves dans l'histoire du cinéma numérique. C'est celui qui a été adopté comme étant la meilleure façon de faire de l'image numérique. C'est-à-dire qu'on gomme le côté pixel bien rangé. Ça a un bénéfice ailleurs aussi, c'est sur le bruit. Enfin, le bruit. Des fois, justement, en cinéma numérique, on l'appelle le grain. On choisit de prendre un mot qui, bien sûr, vient de la pellicule. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ce mot plutôt que de parler de bruit électronique? Parce qu'il n'a pas visuellement la sensation d'un bruit électronique. Et donc là, c'est aussi un autre bénéfice, où quand on regarde des rushs qui peut-être sont partiellement sous-exposés, ou qui en tout cas révèlent un peu le grain du capteur, le bruit du capteur, il est beaucoup moins gênant quand on est dans un suréchantillonnage 6K vers 4K ou 2,K vers 2K. Ce suréchantillonnage moyenne ces valeurs entre elles. Et donc cette moyenne, du coup, elle crée de la continuité entre les pixels. Une continuité qui par ailleurs, peut être facilement rompue avec des phénomènes comme l'aliasing. L'aliasing, ça rompt la continuité, justement. Ça exacerbe les pixels. Donc pour moi, il y a un vrai bénéfice esthétique. Il est sur la qualité de l'image, intrinsèque. Il y aura peut-être, oui, un petit peu le flou arrière-plan. Ça, c'est vrai. C'est pas ce qui m'empêcherait de dormir, dans l'absolu. Il y a aussi des propositions de caméras. Red, depuis très longtemps, essaie de faire du 6K en Super 35. Et ces bénéfices-là, le fait d'avoir suréchantillonné justement le 4K livrable, a aussi prouvé maintes fois sa valeur. Et je crois la Monstro en 8K VV est actuellement le capteur le mieux noté par DxO. C'est un labo, mais qui sur plein de critères, notamment justement l'aliasing, la résistance à l'aliasing, trouver des textures qui étaient plus réalistes, en fait, plus naturelles, grâce à ce suréchantillonnage. C'est hyper important ce que tu dis, parce que d'ailleurs, Canon a eu son petit succès avec la C300, parce que c'était du 4K oversamplé vers le 2K. Vers le 2K. Enfin, voilà. Ouais. Et en fait, ils sont en train de le retrouver là, ce qu'il n'y avait pas sur la génération précédente. Et par contre, il y a un truc qu'il faut noter. Tu disais que tu avais une caméra Super 35 et 2 en 1, c'est vrai. Mais quand tu es en Super 35 en crop, tu ne bénéficies plus forcément de Non, ce suréchantillonnage. Voilà, malheureusement. c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai précisé, c'est quand on est en full frame, du coup, qu'on C'est bénéficie ça, de c'est ça. ça. Voilà. Donc pour quelqu'un qui dirait, bah, j'ai pas vraiment deux caméras en une, effectivement, il y aura autant de pixels que ce qui était censé être dans le Super 35 4K, mais on aura plus ce bénéfice de suréchantillonnage, quoi. Non, alors je pense typiquement aux propriétaires d'optique. Il se peut, si vous êtes propriétaire d'une valise optique assez onéreuse qui n'est que Super 35, une bonne caméra Super 35, typiquement super samplée. Donc là, on regardera plutôt du côté de Red, en l'occurrence, c'est eux qui sont en train de lancer des modèles qui sont dans cette famille-là, en tout cas, les Super 35 qui sont super samplés. Peut-être potentiellement, ils pourraient en sortir une texture un peu plus organique, un peu plus naturelle. Voilà. Ce qui va motiver du coup ce choix, c'est en l'occurrence pour moi la possession de la valise optique.
Et ça, c'est un truc un peu plus général. Les optiques évoluent beaucoup moins vite dans le temps que l'électronique. C'est comme ça. C'est la vie technologique, elle est comme ça. Et donc, si on a une bonne valise optique à valoriser, peut-être choisir la machine qui va le mieux la valoriser serait pour moi un excellent critère de choix. Au moins aussi bon, par exemple, que l'ergonomie, la prise en main, ce genre de choses-là, ou la capacité potentielle à pouvoir monter les rushs. Hein, c'est un de ces critères-là qui doit compter, à mon sens. Et d'ailleurs, il y a aussi le prix et le poids des optiques qui doivent compter. Un zoom transstandard Super 35, c'est un peu plus léger, pas forcément moins cher, mais je crois que si, mais on va dire en tout cas c'est plus léger à transporter, ça c'est sûr, que le même en full frame, quoi, le même genre de ratio de cadrage, quoi. Et je crois, non, tu as raison, ils sont moins chers. Hein. Typiquement, voilà, les optiques Canon en EFS, donc celles qui sont Super 35, Oui, ça, c'est elles sûr. sont moins chères, tout simplement. Voilà. Oh, je pensais à certains zooms ingénieux qui doivent être aussi coûteux que des versions full frame d'autres constructeurs, quoi, voilà. Mais en tout cas, le poids, la compacité, ça c'est une certitude, quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, le Super 35 a aussi de beaux jours encore à vivre, parce que pour tous ceux qui voyagent, voilà, il faut transporter les optiques, quoi. En tout cas, c'est un bon ratio, le Super 35. C'est vrai il s'est montré. C'est pas pour rien il a tenu un siècle dans l'industrie du cinéma. C'est parce il présente un excellent ratio entre la qualité, le coût, les contraintes et les bénéfices. Il y a quelque chose qui a très très bien tenu, et même tout le début du cinéma numérique c'est aussi fait en Super 35 parce que tout l'écosystème était en place et qu'il a moult fois fait ses preuves. Une caméra Super 35, bon, on en dégote maintenant facilement autour des 5000 balles. Entre 5000 et 10 000, il y a toute une panoplie de fabricants qui nous ont fait des caméras Super 35. Bon, en full frame, ben voilà, en dehors d'un ou deux appareils photo qui effectivement se défendent un peu, le reste du monde est au-dessus des 10 000, voire au-dessus des 50 000. Donc du coup, le full frame, c'est quelque chose de beaucoup plus onéreux pour un peu mieux. Hein, c'est cette progression exponentielle du prix par rapport à la qualité. La qualité progresse de manière linéaire, le prix progresse de manière exponentielle. Des films de cinéma qui ont été tournés en plus grand format que du Super 35, il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant que ça. Voilà, je ne sais pas s'il y en avait plus de 15, peut-être dans les très connus en tout cas, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que ça devait coûter très cher, et tout bêtement. Et donc du coup, là, je vois un retour de... Il y a eu le 5D Mark II, bien sûr, qui a amené cette possibilité, et tout le monde s'en dédonnait à cœur joie, moi le premier, surtout frustré des petits capteurs d'avant. Ça s'était un peu calmé, j'avais l'impression, et puis là, on voit un retour, parce que même Harry a sorti sa version grand capteur depuis quelques temps. Enfin, il y a des séries Netflix qui sont tournées en Alexa LF, hein, donc il y a visiblement un vent vers cela. Et moi, ça m'étonne un peu parce que je trouve que c'est très adapté à faire de la pub, par exemple, du clip, voilà, des choses qui sont très, on va dire, graphiques, travaillées dans l'image. Par contre, ça fait pas forcément une image extrêmement naturelle, c'est très radical, ou alors, à contrario, ça apporte pas forcément grand-chose. J'ai vu des films tournés en grand capteur, notamment le western de Tarantino. Bon, bah, il aurait pu le tourner en Super 35, ça aurait pas changé grand-chose à mon sens, quoi. Voilà. Mais manifestement, c'est une mode. Mais je suis pas sûr que tout le monde mesure la. Parce que tu disais que ça change pas grand-chose, mais faire le point à f1.4 avec un capteur full frame, c'est quand même un petit peu plus délicat qu'en Super 35 encore, quand même. Avant d'attaquer ce que je vois venir, l'autofocus, juste peut-être une petite synthèse chacun sur ce que vous avez observé sur ces caméras-là, des défauts, des avantages. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'ergonomie du design de ces deux caméras-là? Et après, on passe au côté autofocus là, qui évidemment va nous intéresser. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, ça, parce que justement, le design et l'ergonomie, comme on l'a dit en introduction, ils sont repris de modèles qui ont déjà fait leur preuve et qui sont plébiscités par les chefs-op. Tous les gens qui ont commencé en C300, par exemple, connaissent déjà l'ergonomie de la C500 Mark II. Et tous les gens qui ont fait de la FS7 connaissent déjà l'ergonomie de la FX9. Donc, je ne sais pas s'il y a une grande différence par rapport à ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui préfèrent l'un, qui préfèrent l'autre. Bon, il va pas y avoir de vraies transformations par rapport à l'ergonomie, en tout cas. Elles sont pensées comme leurs prédécesseurs.
Chez Canon, ils ont quand même poussé le bouchon un peu plus loin. Autant chez Sony, je trouve qu'ils ont amélioré des petites choses, mais ils ont gardé vraiment le. Moi, je connais la FS7. Globalement, on s'y retrouve très très bien. Il y a pas de grande surprise. Chez Canon, ils ont poussé le bouchon de la modularité un petit peu plus loin. Maintenant, la caméra est vraiment plus compacte. Je crois que tout équipé sur un gimbal avec la petite batterie, on est à 2,9 kg. Voilà, c'est soit 100 grammes de plus qu'une C200. C'est vraiment pas lourd. Et en même temps, ils ont bien vu il pouvait avoir des besoins autres. Donc, en fait, tu as un module qui dit 1 et un module qui dit 2, qui vont rajouter qui du Genlock, qui des sorties SDI, du V-mount, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir petit à petit te faire un porte-avions si tu aimes bien cet usage-là. Et ça, tu l'avais quand même pas avant, quoi. Je veux dire, c'est un pas de plus que ce que la C200 avait introduit. Quand on regarde de loin, c'est la même chose, mais voilà. Et ces modules-là, ils sont compatibles avec la C300 Mark III qui vient de sortir. Donc je pense qu'il y a une idée derrière de dire, voilà, on va, un peu comme Red, on va avoir vraiment une gamme très très modulaire. Chacun pourra se construire son set de sa caméra qui lui va bien, soit une grosse épaulière, soit un petit truc compact pour mettre sur un gimbal. Et ils ont poussé le bouchon là, et ils ont revu pas mal de points de design qui n'étaient pas super bien. Par exemple, sur la C200, c'est un peu une galère de la visserie, tu paumes les rondelles et tout, c'est des bêtises. Maintenant, ils ont mis des vis à main où tu les perds plus. Voilà, tu gagnes un temps quand tu la mets en œuvre. Tu peux en ficher directement la poignée dans la griffe porte-accessoires et donc tu fermes ça avec une vis à main. Sur la C200, tu sors la clé Allen. Donc, quand tu es dans un tournage où tu vois, de docu, tu descends de la voiture et vite, faut faire le plan. Bon, toi, tu es avec ta clé Allen. Si tu la retrouves à ce moment-là, tu as perdu de rondelles. Là, c'est fini. Ils ont vraiment arrangé ça. Et donc, voilà, c'est quand même un effort, en tout cas, de design. Je ne sais pas s'il plaira ou pas. Hein. Et Moi, j'ai l'écran est trouvé plus ça grand plutôt. aussi. Je trouve que sur L'écran la est un petit peu 500, plus l'écran est grand. plus grand. Ça, Ouais, c'est agréable. ils ont rajouté un Ouais. petit peu de place. Alors après, il y a des petites choses qui sont contestables malgré tout. C'est le prix de la compacité probablement, mais ils ont enlevé les réglages audio qui étaient à l'arrière sur la C200. Ils l'ont placé à droite maintenant en regard du grip latéral. Ce qui fait que quand tu es sur pied, enfin, ça ne pose pas trop de problème, mais quand tu es au point, si tout d'un coup tu dois sauter sur le réglage audio, il faut enlever la main du grip, ouvrir le clapet de protection et refaire ton réglage. On va dire que c'est vraiment pas du tout évident. Et alors bon, ça permettra de faire appel à un ingénieur du son ou de bien faire ses réglages avant. Ou tu as une solution, c'est de rajouter justement des modules d'extension, le module 2, qui rallonge la caméra, mais pour le coup qui rajoute les contrôles audio du côté opérateur, quoi. Donc, mais tu seras obligé de faire des choix. C'est le prix de la modularité. Par exemple, l'électronique, le viseur, le VF, il est optionnel, puisque quand tu mets la brique de rajout, tu l'enlèves. Il n'est plus connecté. Il n'y a qu'un seul emplacement, il est à l'arrière de la caméra, et tu choisis d'avoir ton viseur électronique ou d'avoir un des modules d'extension, alors, sachant que tu peux bien sûr mettre un viseur électronique tiers ou le haut de gamme Canon en lieu et place du moniteur principal, bien sûr, mais tout ça, ça fait des choses à racheter, des choix à faire. Mais moi, je trouve ça plutôt bien d'avoir une caméra légère et compacte. C'est vrai que c'est l'opposé de la FX9, hein, qui est faite pour aller tourner tout de suite. Ils ont gardé ce grip latéral qu'on aime ou pas. Voilà. Moi, personnellement, il m'a toujours un peu embêté, notamment pour poser la caméra au sol Ouais, avec pour la ranger, ouais. FS7. Voilà. Ranger. Mais, et puis, il y a ce côté déséquilibre, parce qu'il en faudrait presque un deuxième pour être vraiment confortable. Mais manifestement, ça plaît, parce que c'est une caméra qui a super bien marché. Et puis, eux, ils ont pris vraiment l'option d'avoir l'œilleton, quoi, qui devient quasiment toujours un peu. Ils ont amélioré, j'ai trouvé la fixation quand j'ai regardé la caméra par rapport. C'était pas difficile par rapport à la FS7. Je crois que le truc, j'ai dû le faire tomber 25 fois par journée de tournage, quoi, la loupe de la FS7. Et là, ça me semble quand même un petit peu mieux fait. Voilà. Mais ouais, c'est deux philosophies différentes. Hein. Pour moi, il y en a une, il faut acheter des tiges de 15 et de la crosse d'épaule et des choses comme ça. Et l'autre, c'est plus caméscope. Je peux retourner j'ai tout ce qu'il faut avec ma caméra, quoi. Canon est presque 1 kg moins lourde, non, ça? Si je me Ouais. souviens bien. Elle fait 2,8 kg, la Canon avec l'écran et le grip. Hein. Donc si tu l'enlèves, tu peux encore descendre. Tu enlèves le grip latéral. Et je pense que la Sony, elle est au-dessus de 4 kg, 4,5 kg sans doute avec son grip à elle. Avec son grip à elle, ouais. Je crois Enfin, elle est 300 grammes plus lourde que la FS7. Ça je D'accord. sais. Mais à poil, hein, note bien. Hein. Donc sans viseur, sans tout le merdier, quoi. Donc là, il n'y a aucun doute. Je pense qu'à la louche, on est sur 1 kg de différence. Une fois que tu l'as équipé de manière assez complète. Sur le gimbal, peut-être c'est un peu plus restreint
comme différence, mais il y a aucun doute, la Canon sera plus légère pour la stabilisation électronique. J'entends par là les gimbals et les trucs comme ça. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'épaule, par ailleurs. C'est ça. Parfois, quand la caméra est un peu lourde, Ouais. il y a des opérateurs qui aiment bien, c'est bien ainsi, mais c'est toujours possible de rajouter du poids. Ça prend une crosse d'épaule, on rajoute des contrepoids, et voilà. Par contre, en enlever, c'est plus embêtant, ça fait des frais. Ouais. Ça, c'est ce qu'on disait avec avec l'Alexa. Et puis un jour, Harry nous a donné l'Alexa Mini. On s'est connu. Ouais, mais moi, je suis aussi partisan de plus Bref. c'est léger, mieux c'est, mais je sais qu'il y a des opérateurs qui aiment bien quand ça leur rappelle la Écoute, Betacam d'épaule. c'est Voilà. ça. Ils se reconnaîtront, ils sauront qu'est-ce qui leur plaît. Et il n'y a pas de doute qu'un truc qui ressemble à une vraie caméra, en tout cas au niveau ergonomie et poids, ça réagit de manière instinctive. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et je pense qu'on l'a vraiment connu avec les appareils photo. Il y a une petite dizaine d'années, on a commencé à nous demander de tourner avec des appareils photo. On l'a fait, parce que c'était la mode. Et on s'est jamais bien senti heureux avec ça en termes de caméra. Du coup, c'était un peu merdique. On rajoutait justement des accessoires, ce que tu disais, hein, de la fonte s'il fallait. Moi, au STED, le nombre de plaques de fonte que j'ai rajouté sous des putains de 5D, tu vois, c'était quand même une manière de régler le problème. Et puis après, voilà, tout d'un coup, j'avais droit à une vraie caméra. Et bon, ben ça, voilà, c'est une Alexa, ça a le poids qu'il faut, ça a la taille qu'il faut. J'ai l'habitude de l'utiliser. J'ai rien à rajouter et ça se passe bien. Et je pense que ça, c'est un bon critère, voilà, pour un opérateur. Ça, c'est à prendre en Là-dessus, il y a un compte. truc qui est simple, c'est que surtout vu le prix des deux machines, il y a quand même intérêt à aller l'essayer avant. Et normalement, le côté ergonomie, il va tout de suite sauter, sauter aux yeux du futur acheteur. Voilà, Ouais, je suis on pas peut pas sûr, régler hein. ça. Tu sais, Non, tu devenir crois? opérateur, ça prend du temps, hein. L'acquisition du métier, du savoir-faire. Et moi, j'ai fait partie des vieux cons, tu vois. J'ai appris sur les caméras d'épaule. On était sur des gros machins qui pesaient un âne mort. Et je te dis, ça m'a vraiment pris du temps pour aller migrer vers des machines plus légères. Je me sentais moins à l'aise dans le travail. Pour plein de choses, des choses comme l'inertie, le poids, la stabilité, c'est une manière de filmer qui s'acquérit. Et donc, non, pour un nouvel acheteur qui débarque dessus, c'est pas évident. Je pense que la plupart de ces gens s'arrêtent au prix. Évidemment, la qualité d'image, mais n'importe quelle démo-reel d'une de ces caméras modernes, elles sont canon, quoi. Donc, la qualité d'image, du coup, ça met presque tout le monde d'accord. C'est les bons produits, point. Et donc, du coup, on revient sur l'ergonomie. Et s'ils la connaissent pas, c'est pas évident. C'est pas évident pour eux. J'aimerais pas débarquer maintenant dans le monde justement de la caméra. À l'époque, pour moi, c'était facile, hein, voilà. Les caméras, c'était des caméras d'épaule, point. On mettait ça sur l'épaule et on filmait. J'exagère un peu, parce qu'on mettait ça sur le pied aussi, mais puis on trimballait pas mal de fonte. De nos jours, il y a vachement plus d'options. Je sais pas, c'est con, je sais que c'est con à dire, hein. Les gens préfèrent qu'on leur dise c'est ça qui est meilleur. La réalité, c'est que plein de choses sont bien maintenant. Il y a l'histoire des filtres ND, les deux caméras en bénéficient, mais la Sony, elle a un fonctionnement qui est un peu particulier et un peu unique, et dont on peut se servir éventuellement pour se dépatouiller de situations. C'est une sorte d'écran à cristaux liquides qui va pouvoir faire varier la densité de lumière, et donc on va pouvoir faire varier progressivement euh, notre filtration. Donc, chez la Canon, c'est des filtres en verre qui viennent se superposer. Donc on a une tombée de filtres lorsqu'on les utilise. Et parfois, surtout en docu-reportage, ça peut être vachement intéressant d'avoir cette capacité à faire varier doucement une exposition en faisant varier progressivement le filtre ND. Peut-être que Forrest, il peut nous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur la technologie Sony. Oui, alors eux, ils appellent ça le ND variable. Donc, bon, moi, je pense ça, c'est un truc que beaucoup de gens connaissent en réalité. On le connaît par les filtres qu'on peut ajouter comme ça sur les optiques. C'est typiquement des doubles polarisants. Donc, on peut polariser la lumière et si on superpose deux filtres l'un sur l'autre, on obtient effectivement un assombrissement théoriquement neutre. En pratique, pas parfaitement, mais néanmoins, statistiquement, dans la plupart des circonstances, ça se passe bien. Et c'est le plus important. Voilà. Ce que Sony a fait, et ça fait un bout de temps qu'ils le font, hein, ils ont commencé, je crois, sur la FS5, une caméra beaucoup plus ancienne maintenant, quand on y pense, c'est de faire cette filtration, mais avec un panneau, effectivement, à cristaux liquides. Donc, c'est un filtrage au niveau, je sais pas, presque subatomique, en tout cas, enfin, en tout cas, au niveau
au niveau microscopique de la lumière. Néanmoins, c'est la même technologie, hein, c'est de la double polarisation. Et donc, ils ont intelligemment mis le filtre à 45 degrés, donc pour que statistiquement, la plupart du temps, ça ne se voit pas, que c'est de la polarisation. Et donc, dans les faits, dans, on va dire, 99% des cas, vous avez un vrai filtre ND qui est réglable électroniquement. Alors, tout n'est pas parfait avec ça. Je pense ce que la plupart des gens remarquent avec ces filtres-là, c'est que on saute de clear, donc pas de filtrage, à un quart avec une saute. Okay, si on active le filtre, il commence à un quart. Donc ND 0,6, hein, donc 2 diaph supprimés. Par contre, entre un quart et un 128e, donc entre 0,6 et 2,1 de ND, il y a effectivement aucune gradation visible. C'est-à-dire qu'on peut graduer de 1 quart à un 128e sans aucun artifice visible. Hein. C'est un vrai fondu. Donc ça réagit un peu comme on connaît, comme l'iris réagit. Hein. Si on ouvre ou on ferme un iris, c'est très continu. Et avec les Sony, donc la FS5, la FS7 Mark II et maintenant la FX9, on a cette même souplesse que le ND peut être utilisé comme un outil d'exposition extrêmement graduel. Et ça change beaucoup de la plupart des caméras. D'ailleurs, on peut même utiliser l'outil comme un automatisme. On peut activer ou pas l'automatisme du ND et donc se servir d'un iris fixe, d'un shutter fixe et de faire toute l'exposition au ND automatique. Donc ça, les photographes s'en servent typiquement volontairement de cette polarisation pour renforcer le bleu du ciel. Il se trouve qu'avec un ND variable utilisant cette technologie, la polarisation, ça va arriver. Il se peut que ça intensifie légèrement les bleus du ciel, c'est possible, sans qu'on ait un vrai contrôle dessus. Plus on met du ND, peut-être plus ce sera fort ou moins ce sera fort, ça on ne sait pas. J'ai envie de dire quand même que dans la vraie vie, c'est rarement un problème. On est sur des situations un peu exotiques. Néanmoins, c'est vrai que ça peut compter. Ça peut compter. Et je pense que c'est pour ça que et Canon et Sony ont décidé que sur le très haut de gamme, ils allaient séparer polarisation et ND et filtrage de densité parce que un chef-op pleinement en prise avec sa prise de vue probablement décidera de faire ces deux choses-là séparément. Est-ce qu'il y avait encore d'autres choses à voir sur l'ergonomie, Greg? Oui, j'ai remarqué deux, trois autres petites choses. Juste avant de les aborder, je voudrais juste préciser que sur la Canon, on ne peut pas faire un stop. Hein. C'est 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon de savoir. Au minimum, on a 2 stops de ND. Voilà, ce sont des vitres qui viennent se superposer. Et on n'a pas le petit stop qui, des fois, est un petit peu embêtant. Voilà, mais on peut toujours se débrouiller en rajoutant un filtre sur la frontale. C'est pas interdit. Ce que j'ai remarqué... Ou du shutter, éventuellement. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est sur la Canon, c'est la possibilité maintenant de mettre des LUT custom qu'on peut fabriquer donc soit, hein, par exemple avec 3D LUT Calc ou Resolve, hein, c'est des 33 cubes, on peut les attribuer dans la machine et on peut en avoir différentes selon toutes les sorties. Ça, c'est vachement efficace, c'est la grande nouveauté parce que c'est pas possible sur les générations d'avant. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me semble-t-il, va dans le bon sens. Voilà. Je ne sais pas si sur la Sony, on peut faire ce genre de plaisanterie. Il me semble que non. Alors, effectivement, c'est bien remarqué, parce que sur la plupart des Sony, on peut. C'est ça le pire, ironiquement. Actuellement, sur le firmware en place au moment du lancement du produit, ce n'était pas encore faisable. Néanmoins, ça va être introduit très prochainement. Octobre, hein, si je me souviens bien. Et donc, on pourra mettre des LUT custom. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur la Canon, on peut mettre plusieurs LUT différentes selon les sorties. C'est ça. Alors que sur la plupart des caméras que je connais et que j'utilise, on a une LUT de tournage, elle est on ou off. On ne peut pas facilement en avoir plusieurs. Harry a développé un petit truc où on peut potentiellement avoir 2 espaces de couleur de sortie, à savoir le Rec 2100 pour le HDR et le Rec 709 pour le SDR, mais ça s'arrête là. Potentiellement, les gens de Canon ont permis des choses un peu plus exotiques, comme avoir plusieurs sorties complètement différentes, même dans les intentions artistiques. Je ne sais pas trop si ça sera utile dans les tournages.
Ça, on verra. Mais le fait de pouvoir avoir plusieurs luttes différentes de sortie, évidemment, ça peut résoudre les problèmes de différents types de monitoring. Hein, un écran HDR, un écran SDR, et un écran monochrome, j'en sais rien. Enfin, bref, ça on pourra l'imaginer grâce à ça. Le truc, c'est que c'est tellement souple que ça permet même d'aller plus loin. On pourrait avoir la version bisounours, la version hardcore, la version trash du même film. Et ça, je sais pas. Là, Faut l'écran voir du producteur, l'écran du réalisateur. Ouais, mais pensez bien que l'assistant a d'autres choses à voir que le producteur et le cadreur lui-même, lui, il veut tout voir au maximum. Donc sûrement le cadreur est très content d'avoir une image très très grise délavée, très log, là où le producteur préfère avoir une image plus franche, plus contrastée. Donc c'est pas ouais, je trouve pas stupide le fait de permettre du coup aux productions et typiquement à l'assistant de mettre des luttes différentes en fonction des personnes qui doivent regarder. Et ça c'est assez unique sur la Canon. On peut avoir des luttes différentes. Alors avec les caméras traditionnelles dont vous parliez, on faisait le point à la main. Oui. Aujourd'hui, on a des circuits d'autofocus qui commencent à être presque parfaits, enfin en tout cas beaucoup bien supérieurs aux premières versions. Alors, comment ça se passe avec ces deux caméras-là? Il se trouve que donc il y a du très bon autofocus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Forrest, Non, tu mais as... j'aimerais bien t'entendre, Forrest, parce que Sony, c'est son premier C'est la première fois autofocus qu'ils sur ont ce genre l'autofocus de décent. caméra. Et donc, Ouais. ce sera intéressant de voir comment toi, ton ressenti quand tu l'as essayé. Moi, je suis persuadé depuis longtemps par l'intérêt de la chose. Donc, je serais curieux de savoir ce que tu en as pensé, quoi. Écoute, j'ai confessé tout à l'heure que je fais peut-être partie des vieux cons, donc je vais je vais pas me prendre en défaut là-dessus. Hein. J'ai effectivement jusqu'à très récemment jamais même considéré l'usage d'un autofocus sur une de ces machines, et pourtant il y en avait quand même depuis un bout de temps. Hein. Ces caméras-là, tu parlais de la FS7 et même d'autres modèles précédents avaient des autofocus qui m'ont jamais convaincu, peut-être tout simplement. Hein. Alors, parce que je suis un vieux con ou parce qu'ils avaient des vrais défauts, le débat peut rester ouvert. La réalité, c'est que c'était effectivement un peu limité dans ses usages. Et, euh, et donc ça a considérablement changé avec les nouvelles technologies d'autofocus. Et donc elle repose sur deux grands principes. Le premier, c'est de faire appel à la détection de phase, c'est-à-dire de ne pas simplement mesurer le contraste dans une image, ce qui était la technologie précédente, et qui donnait pas de très bons résultats. La détection de phase, du coup, elle mesure la distance des objets, et donc elle est capable d'aller très très vite, aussi vite que les moteurs de l'optique permettent finalement à la distance mesurée. Donc ça, c'est une technologie qui permet d'être très euh, bon, elle est réactive, mais surtout elle est précise. Elle donne le résultat qu'on attend en autofocus. Elle va sur le truc. Et le second volet de ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut, par exemple, détecter les visages. Un truc qu'on connaît un peu dans le monde du grand public depuis un bout de temps et qui débarque maintenant. Maintenant que c'est devenu vraiment fiable et stable, les fabricants se mettent à oser aussi le proposer aux pros, et il faut que je confesse que nous les pros du coup en fait finalement ouais ça marche. Bon, toi Greg t'as été convaincu avant moi aussi parce que tu avais le dual sensor, le dual Ouais, F pixel avant moi, donc ça c'est possible, tu as eu accès à cette nouvelle technologie en fait, oui. avant que j'ai pu mettre la main dessus, et, euh, et donc ça t'a convaincu aussi, j'ai l'impression. C'est une question aussi d'environnement de travail. Si tu fais de la fiction avec des optiques ciné essentiellement et que tu as un premier assistant, tout ça est pas très très important. Ça peut être utile de temps en temps pour aller vite, genre pour faire un petit plan gimbal à F1.4. En une prise, probablement, on le passera le plus souvent. Alors, même si le pointeur est bon, je pense qu'il faudra répéter un petit peu les mécaniques. Mais si par contre tu es dans un environnement qui est en équipe réduite, type reportage docu, même parfois un peu à l'arrache, tu vois tout de suite tes limites sur un grand capteur quand tu es tout seul. Si tu veux en profiter, c'est-à-dire si tu veux tourner le plus ouvert possible, le déchet est énorme, quoi. Je me souviens de l'époque 5D Mark II,
je ne saurais pas dire le mien ou celui des autres, mais il y a beaucoup de plans qui partaient à la poubelle parce qu'ils étaient juste flous. Voilà. Et Ça a toujours été la plus ouais. grosse cause de déchets au montage, Voilà. c'est les plans flous. Et c'était même pas la peine de regarder d'autres choses. Et je crois qu'à l'époque, il y a dû avoir le 70D, il faudrait vérifier, mais justement, un Reflex Canon qui a Qui introduit avait le dual pixel Dual AF, le Pixel. machin, ouais. J'ai essayé et j'ai vu que mon taux de déchets, il était divisé par 3 ou par 4, quoi. Ouais. Ou Écoute, plus. moi Ou plus. j'ai poussé le vice plus loin, j'ai fait de la fiction, de la pure fiction, avec la FX9 là. Et bon, c'est vraiment ce tournage-là qui m'a convaincu parce que le taux de déchets est tombé, oui, je sais pas, on est à 2%, 1%, enfin c'est quelque chose que même avec un bon pointeur, en fait, et avec tout le respect que j'ai pour les pointeurs, hein, même avec un bon pointeur, on n'a pas un aussi faible taux de déchets. C'était assez prenant. Maintenant, assez rapidement, je suis obligé de rajouter que ça marche bien avec les optiques du fabricant. C'est sûr. Qui sont toujours plus ou moins dans la gamme technologie photo. Donc j'attends de voir s'il y a d'autres. Le potentiel y est de pouvoir interfacer ça avec potentiellement des moteurs externes et auquel cas on pourrait accessoiriser ce qu'on veut en termes d'optique dessus. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, ni Canon ni Sony ne proposent de possibilités d'interfacer ça avec du Cooke, du Zeiss. Chez Canon, il y a quand même un mode où tu peux t'en servir en full manuel. Ça marche qu'en monture EF, mais ça marche pas qu'avec des optiques Canon. Ça marche par exemple avec des Zeiss Z2 ou je sais pas, même les Sigma Art, tu déverrouilles l'autofocus et tu t'en sers en manuel. Seulement, ils se servent de la corrélation de phase à l'inverse, c'est-à-dire que tu indiques l'endroit où tu souhaiterais faire ton point. Et en fait, il te dit si tu as le point ou pas. Il te dit même dans quel sens tourner la bague. Rien que cette assistance-là, enfin, moi, je m'en passe jamais, quoi. Même quand je suis en point manuel, ça me Et dit la si je. confirmation du point, ouais. Ouais, voilà, la F confirme, en fait, c'est exactement ça, Ouais. hein. Voilà, et ça, je me dis que je crois que chez Cook, il y a un protocole de communication qui C'est existe le dans le slash i, PL. ouais. Ouais. Oui, c'est Donc, le je pense slash qu'on i qui serait, on pourrait passer des parfaitement petites. compatible. On pourrait très bien faire des choses comme ça. Et qui, au moins, quand genre, tu fais justement le fameux plan à F1.4 ou à T2 et que tu es un petit peu inquiet, ça te rassure, hein, ou tu sais s'il faut le refaire directement parce que voilà, tu n'y es pas et ça évite de perdre du temps au boulot. Et rien que ça, je trouve ça super utile. Et moi, je l'utilise tout le temps, quoi. Même quand je suis en mise au point manuel, j'ai cet assistant qui est beaucoup plus efficace que le picking souvent parce qu'il est plus précis, quoi. Et d'ailleurs, techniquement, pour l'assistant caméra, ça serait aussi un super outil. Euh, Moi, j'ai fait un paquet de tournages aussi, je pense en RED notamment, où on a le Edge Focus, qui est une des visualisations qui permet de vraiment voir si tu as la mise au point. Bon, jamais il pointe avec, parce que le truc est trop abstrait à regarder. Par contre, après la prise, on rejoue le rush, l'assistant consulte pour voir, tiens, est-ce que j'ai réussi à faire la mise au point? Et donc ça prend du temps, évidemment, il faut arrêter à ce moment-là la caméra, il faut se mettre à tourner. Enfin, arrêter de tourner, du coup, se mettre à relire le rush, et puis il va le confirmer, hop, tac, c'est bon, la prise y était, on peut avancer, ou au contraire, non, c'est vraiment mou, voilà. Et donc des fois, l'assistant lui-même, il a une sorte d'intuition, est-ce qu'il a réussi ou pas, mais il aimerait bien le vérifier. Et là, un petit carré vert qui s'affiche dans l'image, effectivement, ça c'est met pas tout le mal. monde d'accord. Ce C'est serait pas pas mal. mal, ouais. Mais ça va venir aussi. Tu t'as vu que la Komodo, elle sortait avec de la corrélation de phase. Ah ouais. Donc, Et pareil, et du protocole électronique aussi sur les montures. Voilà, Cook en fait, Harry en fait aussi. Donc, on est peut-être au début, voilà, d'un monde un peu nouveau dans le monde de la fiction, qui serait justement au moins de la confirmation de points, comme tu le décrivais là, voire carrément du pilotage de moteur. Et moi, j'aurais aucun scrupule à voir le pilotage de moteur devenir un vrai standard sur les tournages. truc peut-être qu'on ne sait pas faire encore, c'est avoir la mise au point organique d'un bon pointeur au bon moment, à la bonne sensibilité de la scène. Il n'y a pas si souvent que ça des bascules de points. Il y en a, mais c'est pas, enfin en tout cas dans les films que je connais, c'est pas la majorité des plans. Mais quand elles sont faites, elles sont faites avec beaucoup d'humanité en général. Et là, l'autofocus, l'IA, à mon avis, on en est très loin. Ça, ils sont pas prêts d'être remplacés, les assistants pour ça. Le, Donc il y aura toujours un feeling, ne serait-ce que d'écouter ce que dit l'acteur ou l'actrice. Parce qu'elle n'a pas toujours le même débit, le même rythme, et d'envoyer le truc au moment opportun. Je pense que là, le meilleur autofocus, le plus intelligent, il sait pas. Ouais, mais c'est là où Mm. justement on rentre dans les. C'est que c'est un outil qui complémente le travail. Bon, les deux machines, que ce soit la C500 ou que ce soit la FX9, elles ont aussi un mode manuel
qui est assisté par l'automatisme. C'est-à-dire que tu pointes manuellement, mais une fois que tu as fait le point, clac, la machine elle finit de le peaufiner pour qu'il soit nickel. Et ça permet de garder tout le côté organique d'un être humain, les prises de décision associées, et en même temps peaufiner le truc, tu vois, pour que voilà, il s'est pas arrêté juste un peu trop près ou juste un peu trop loin. Et la machine a fini le boulot, y compris en détectant les yeux et en faisant le boulot comme il faut, quoi. Et donc sur les anciennes machines, ce qui était pénible avec ça, c'est que pour faire la recherche, il était obligé de faire des petits allers-retours. Parce que la détection de contraste, obligé de faire des allers-retours pour savoir où était le plus haut des contrastes. Depuis la détection de phase, la machine sait à quelle distance est le point. Et donc, elle sait que voilà, si le point est à 2,92 m et que toi, tu t'es arrêté à 2,90 m avec ta commande de points, elle va le snapper à 2,92 m. Sur la Canon, ça s'appelle Live Boosted MF ou Ouais, c'est ça, boosted. ouais. Ouais. Boosted. Ouais. Moi, je suis moyen convaincu. Justement, en gros, tu choisis ton collimateur autofocus via la bague de mise au point. Quand tu t'approches de ton point, en fait, tu as un indicateur graphique qui te dit qu'à partir de ce moment-là, en fait, si tu lâchais, il finirait le point pour toi. Il a compris vers où tu te dirigeais, quoi. Ou en tout cas, il croit qu'il a compris. Et donc, il va effectivement terminer le point. Alors, par contre, il termine jamais forcément au niveau de la vitesse comme toi, tu avais commencé, quoi. Et donc, si tu avais mis une intention, si le but est d'y aller le plus vite possible, genre pour du docu, c'est très adapté et je pense que c'est très bien pour les gens qui travaillent l'œil rivé au viseur, parce que de toute façon, ils pourront pas savoir de l'écran tactile compte tenu de leur configuration. Et là, du coup, eux, ils vont être très contents. Maintenant, si tu voulais mettre un petit peu d'intention dans la manière dont tu mets ton point, bah, tu peux régler la vitesse. Mais il n'y aura pas ce côté organique tout d'un coup. Tac, tu sens que la machine, elle a pris. Alors, ça dépend de la distance à laquelle tu étais. Si vraiment il y a un petit chouille, ça va pas se voir. Mais s'il y a un gros chouille, ça se voit un peu quand même. C'est qu'il y a la qualité de l'autofocus et ils sont vachement bien les deux. Et je suis sûr que Red fera un très bon autofocus. Il n'y a pas de raison. Mais après, il y a la capacité à l'utiliser, à lui dire ce que tu veux. Par exemple, Sony, en commercialisant, enfin en fournissant la caméra sans écran tactile, ça ne rend pas les choses très très possibles. Alors, je sais bien qu'il y a un firmware qui va sortir et qui va faire que, je crois que c'est en octobre, il sera tactile. Mais ce que je veux plus dire, c'est que c'est au-delà de dire Sony, vous auriez pu y penser dès le départ. Et je le pense quand même, c'est hyper important de pouvoir dire à son autofocus comment on veut qu'il travaille. Et ça, plus on a de moyens pour le faire, que ce soit l'écran tactile, des joysticks, de pouvoir jouer sur les réactivités et les vitesses, plus on peut contrôler ce qu'on fait. Et en fait, c'est pas lui qui décide où il fait le point. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui aimaient pas les autofocus, parce que même s'ils marchaient, par exemple celui de la FS7, tu en parlais, il n'était pas aussi bien que ceux dont on parle, mais dans son genre, à l'époque, il était pas mal du tout, celui de la FS7. Par contre, il faisait rarement le point où c'était souhaité. Voilà, du coup, c'était inutilisable, parce qu'on n'avait pas de moyen simple de lui dire ce qu'on voulait, quoi. Et il y a eu ça avec la C300 Mark II aussi. Il fallait utiliser les molettes sur les côtés pour les choisir son collimateur autofocus. Honnêtement, dans le feu de l'action, c'est pas vraiment exploitable. Donc vraiment, le tactile, c'est à mon avis incontournable pour gérer ce genre de choses. C'est bien en plus d'avoir des joysticks et des molettes, hein, pour ceux qui sont à l'œilleton, mais vraiment, pour moi, c'est aussi important que l'autofocus soit performant, c'est cette interface avec lui, quoi, pour pouvoir discuter. C'est vraiment le point majeur, je crois. Ah, un petit détail, la limite de l'autofocus, maintenant, enfin, traditionnellement, c'est toujours l'obscurité, évidemment, mais jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel moment on a encore cet autofocus utilisable? Très bas en tout cas, vraiment très très bas. Ça dépend ce que tu lui demandes. Si tu appuies sur ton écran pour faire le point là, il va le faire dans la plupart des cas, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas compliqué ça. Par contre, si tu lui demandes de traquer un visage qui va passer de lumière, qui change dans la pénombre ou machin, là, Ouais. ils vont tous finir par faire une erreur à un moment donné. Ouais, Là, la et partie donc, intelligence c'est pas artificielle, que. ouais. C'est vraiment des fois le fait de mettre des lunettes, en tout cas sur les machines Canon, les gens ne sont plus des humains. Voilà, il Ouais. faut passer sur un autre mode d'autofocus en disant bah non, avec lui ça marche pas. Ça peut être une lumière, et ça peut donc je sais que sur les machines Canon quand c'est vraiment très très bas en lumière, il passe aussi avec il y a le contraste qui s'enclenche aussi en plus au cas où, mais bah, ça dépend de ce qu'on lui demande quoi. Si quelque chose qui bouge pas, il y a aucun souci. Si quelque chose qui bouge, bah c'est quand même mieux à mon avis s'il y a un tout petit peu de lumière cohérente. En tout cas, c'est pas tellement l'intensité de lumière, c'est que si vraiment tu passes par des changements un peu trop importants, il va plus il va glisser quoi le tracking. Il va aller snapper sur autre chose quoi. Bon, voilà, ça fait une belle synthèse. Je pense que Ouais, là, on a ouais. bien compris
le gros progrès qui vient d'être fait quand même, enfin qui est maintenant acté. L'autofocus, ça n'est pas quelque chose qui est inutilisable, c'est au contraire une véritable assistance dont on peut profiter. Point suivant important, donc tout ce qui concerne la qualité de l'image. Qu'est-ce qu'on peut... Votre ressenti d'abord, si j'ai bien compris, c'est que la qualité de l'image est à peu près équivalente, ou du même ordre en tout cas. Et que Ouais, c'est sur pas les deux là-dessus machines, que... ouais, Oui. les deux sont vraiment très bonnes. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Moi, Il n'y je a veux bien aucun parler de la doute. Sony, parce que moi, j'ai tourné pas mal en FS7, un peu en FS5 et même un peu en A7S. Et j'avais toujours eu du mal avec le rendu couleur de ces machines. Je dis pas que j'ai raison, hein, c'est mon goût à moi. Et j'ai trouvé dans les images que j'ai pu voir, pas seulement de celles que nous on a regardées, j'avais regardé ce qu'avait fait Forrest, et même globalement sur ce qu'on peut trouver sur le net, une énorme amélioration. Les couleurs me plaisent beaucoup plus. Voilà. On est sur quelque chose, je trouve qu'ils ont fait un gros progrès à ce niveau-là, et c'est quand même, à mon avis, vraiment à souligner, quoi. Mais quelle est la Ouais. part Alors, de De l'intervention subjectif? humaine là-dessus? Ben non, tu as regardé les images de Forrest, mais Forrest, il étalonne, donc Bien le sûr, fait- bien sûr. oui, mais le fait- justement, voilà, si je peux rebondir là-dessus, du coup, il y a certainement une sacrée différence entre la FS7 et la FX9, c'est leur rendu en réglage standard. Hein, le réglage fait pour du direct, ou en tout cas l'absence d'étalonnage. Oui, la courbe 709 qui est d'usine dans la FS7, elle est très inspirée du monde de la télé. Hein, c'est les courbes qu'on trouve voilà, sur les XD Cam, qu'on trouve sur les caméras de plateau, les HDC. Bon, bref, c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise dans l'absolu. Hein, les clients en télé, c'est ça qu'ils veulent, vraiment. Et donc, ils en sont contents. Hein, c'est comme ça qu'on fait un direct sur TF1. Ils en sont ravis. C'est plein de couleurs, c'est plein de contrastes. Bon, ça crame de tous les côtés et tout le monde est content. Sauf que quand on rentre dans le monde du grand capteur, en général, on va vers une image un peu plus, bon, on dit cinématographique, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas travailler quoi. Les choses justement sursaturées qui crament de tous les côtés, ça va très bien pour de la variété sur des programmes de télévision. Ça va pas du tout pour de la fiction. Si je peux au moins résumer le truc comme ça. Et donc cette Ouais. courbe de base qu'il y a sur la FS7, elle est vilaine. Et je connais très peu d'opérateurs qui soient un peu plus dans le monde de la fiction. Qui les apprécient. Même dans le documentaire, en fait, où pour le coup, elles peuvent encore passer, parce qu'elles plaisent à certains clients. Même là, du coup, elles sont très souvent utilisées, enfin remplacées par d'autres courbes. Idéalement, évidemment, l'étalonnage, où on peut appliquer la courbe qu'on désire dessus. Point barre. Mais voilà, pas tout le monde étalonne, pas tous les programmes sont étalonnés. Et donc, c'est très chouette quand on a enfin une recette décente. Je crois le White DR est arrivé sur la Canon il y a quoi? Il y a 10 ans maintenant au moins? Je Truc dans pense, l'esprit ouais, en tout cas. un Je vois truc comme ça. C300, c'était une des mises à jour pour la C300, la première C300 si je me souviens bien. En tout cas, bref, ça fait un bout de temps qu'on a des courbes un peu plus douces, un peu plus permissives aussi dans le travail, pour le terrain, quoi. Sur les Canon. Chez Sony, ça a mis un paquet de temps avant que ça devienne le standard. Hein, avant que quand tu allumes la caméra, c'est cette courbe-là, donc la Cinetone de chez Sony, qui est la courbe standard. Et donc ça fait une sacrée différence pour les gens qui sortent la caméra du sac pour filmer. Et quand Sony dit que c'est hérité de la Venice, cette nouvelle science couleur, jusqu'à quel point c'est une réalité Ah, c'est une très grosse réalité. Globalement, cette courbe a été dérivée de la courbe de la lutte S709 Sony, ouais. qui a été introduite avec la Venice. On peut la trouver sur d'autres machines maintenant, mais à l'origine, elle est arrivée avec la Venice. Donc c'était voilà, une toute nouvelle lutte de transformation, d'affichage, qui prenait tu vois, ce qui vient du capteur, donc en log S-Gamut, et qui le transforme du X709, mais avec une recette très bon, beaucoup plus douce, en tout cas une courbe en S, sans trop sacrifier le contraste non plus. Elle est quand même assez péchue, étonnamment. Les noirs sont bien collés, on va Les dire noirs ça. arrivent à Et zéro, alors que on a, beaucoup de courbes en S ont tendance à décoller un peu les noirs.
On n'a pas Et beaucoup de. Ça encaisse pas beaucoup les hautes lumières, ça encaisse plus que la Rec 709 ah standard, ouais, mais c'est ça. Plus. ça c'est sûr. Mais voilà, on le regardera sans doute tout à l'heure. Je m'attendais à ce que ça en encaisse un peu plus Voilà, de c'est une courbe 709. C'est vraiment une courbe 709. C'est la S709. Elle est faite pour transformer du weight gamut, donc des informations très très larges, à la fois en dynamique et en gamut, vers le tout petit triangle du REC 709 avec la toute petite dynamique d'un écran de télévision ordinaire. Il y a forcément du sacrifice, mais le sacrifice est très 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 mesuré. Et ça permet justement d'avoir un bon retour plateau sur une Venice. Là, ce que Sony a décidé d'intégrer, c'est que ce serait carrément l'enregistrement des rushs pour les gens qui veulent ne pas étalonner. En gros, Pour c'est qu'ils la puissent lutte avoir, de la Venise qu'on a mis comme un voilà. profil, quoi. Au niveau des maths, c'est pas exactement la lutte de la Venice, elle est paramétrique. Le fait que ce soit paramétrique, ça change pas mal de choses, mais bref, en substance, c'est le rendu de la lutte 709, S709 de la Venice. Et Qui le elle-même Gamut, il a changé ou le S-Gamut 3.ciné, il y a des évolutions ou c'est le même que celui qu'on trouvait avant? c'est le même. Faut pas oublier que le SGAMUT 3 et le SGAMUT 3.ciné, c'est des modèles mathématiques. C'est pas parce que deux machines ont le même réglage dans le menu, mathématiquement, D'accord. il est supposé être le même, que ce sera les mêmes couleurs. Voilà. Les couleurs Ça dépendent intéresse. énormément des pigments utilisés par le fabricant pour faire le filtre de Bayer. Et donc d'un jeu de pigments à l'autre, on n'a pas le même gamut matériel. Et donc même si après il est remodélisé au plus proche, il peut y avoir des énormes différences. Et donc entre deux jeux de pigments, ça peut réagir par exemple presque identique à 5600 Kelvin par exemple, et être très très différent à 3,2 kg. À 3200 Kelvin, on peut voir du coup une énorme différence de couleur entre deux machines qui pourtant annoncent avoir le même SGAMUT 3.ciné l'une à côté de D'accord. l'autre. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, on en a discuté et je trouvais que les couleurs de la Sony elles étaient peut-être un peu plus neutres et celles de la Canon un brin plus flamboyantes. Voilà, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Pour ceux qui aiment bien, disons que pour ceux qui aiment bien les couleurs Canon, vous serez contents. Voilà, sachant que en log vous pourrez, ou en On fait RAW ce vous qu'on veut, pourrez ouais. faire un peu ce que vous aurez envie, hein. Mais de base, bah, ça garde voilà, la color science Canon qui est chère à certains utilisateurs. Avec la famille, c'est la même famille de capteurs, donc la C700 et donc que la C200, parce que la C200 c'est le capteur C700 Super 35. Donc on a vraiment des choses qui sont assez proches et ça tire plus sur le vert, on va dire, que la génération précédente, genre C300 Mark II, qui avait tendance à être un petit peu mage, quoi. Voilà, et ça c'est. Certaines personnes disent qu'on s'approcherait d'une color science type Alexa. Voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et la Sony, peut-être, elle est un brin moins marqué, plus neutre. Mais ça nous amène du coup à la question quelle est la séance couleur du fabricant. Et là, on va avoir des différences. Le Canon Wide DR, c'est une recette d'affichage. Le Canon Rec 709, c'en est une autre. Le Sony Rec 709, c'est encore une autre recette d'affichage. Le Sony Cinématone, c'est encore le Cinétone, encore une autre recette. Et chacune de ces recettes, elle va produire des résultats différents. Et ces résultats peuvent être parfois meilleurs en fait que la recette officielle du Rec 709 par exemple. On a parlé un peu précédemment, peut-être j'aimerais vous montrer ça ici sur au moins deux recettes. Je vais vous repartager l'écran parce que pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez ici l'image de la Canon C500 filmée avec la recette Rec 709. C'est une recette qu'il a fallu qu'on aille chercher avec Greg, hein, carrément. Canon ne nous la propose pas de base, Non, c'est plus mais par la défaut. recette, c'est plus par défaut. Ça a été le cas avant, hein, mais c'est plus le cas maintenant. C'est plus la recette de base. Il a fallu aller chercher dans le menu carrément et programmer. Tiens, on veut le standard Rec 709, le BT Rec 709, hein, la recommandation standard. Et juste après, et je vais vous passer juste dans un instant, vous avez la recette Canon Wide DR, qui est aussi une recette Rec 709. Elle est dite compatible avec le standard. Dans ce cas ici, si je clique dessus, vous allez voir qu'on a une recette qui est beaucoup plus douce. Ça donne des tons chers beaucoup plus respectueux. En tout cas, on n'a pas d'apparition de fluorescence dans la tête. Mais de manière générale, on a aussi une petite baisse de contraste, hein, parce qu'il a fallu faire un peu de place dans cette recette. Et ça, c'est une séance couleur. C'est celle du Canon Wide DR.
On peut comparer les séances couleurs entre elles. Mais comparer les logs entre eux, ça devient extrêmement difficile parce que la seule manière de comparer les logs, c'est de le développer avec une séance couleur. Voilà. Si on saute là sur la Sony, donc on voit ici cette image de notre testbox avec le Rec 709, j'allais dire standard, officiel, hein, la courbe officielle Rec 709, et on peut observer les mêmes choses que avec le standard de la Canon. Et en fait, en substance, les deux images se ressemblent énormément. Et si maintenant je glisse sur le S-Cinétone de Sony, on a presque la même séparation, à savoir une perte de contraste, mais des tons chers beaucoup plus propres, hein, quelque chose de plus élégant, qui encaisse les hautes lumières, qui encaisse les taux de contraste, mais qui, ce faisant, du coup, donne un aspect légèrement décontrasté à l'image. Et ici aussi, hein, Sony a choisi, pour la première fois, du coup, dans l'histoire de leur caméra, que ce soit ça la recette par défaut. C'est la première recette qui s'affiche quand on allume la caméra. Et cette recette, elle est, moi je trouve indéniablement meilleure. C'est pas dit que les gens en télévision soient d'accord là-dessus. Ça se trouve, ils seront. Les noirs sont un peu collés, mais moi je trouve ça beaucoup plus élégant quand même. En tout cas, par rapport au C'est- Rec c'est- 109 standard, ouais, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Le WideR apporte ce petit truc que l'image est déjà développée. Si je réaffiche le WideR, on n'est pas sur une image log du tout. Et avec une petite retouche mineure de contraste, voilà, on peut reposer notre image. Et si on l'aime bien un peu plus posée, peut-être un peu plus charnue, on peut aussi. Et avec quelque chose de très très mineur, on obtient l'image qu'on Oui, désire. normalement, Alors n'importe qui que peut étalonner ça, quoi. voilà, si on part du log, bon là tout d'un coup, il faut commencer à rentrer dans la science couleur et commencer à faire des transformations d'espace couleur, des choses comme ça, qui sont peut-être un peu plus complexes et un peu moins à la portée de quelqu'un qui soit pas un tant soit peu spécialiste de la chose. Donc c'est là où le WideR, il donne un bel intermédiaire entre, c'est pas vraiment un log, mais en même temps, ça donne quand même un petit peu de place à l'étalonnage. On pourra recontraster un peu s'il le faut, on pourra aussi décontraster s'il le faut. On a un peu plus de latitude que le Rec 709 d'origine, en tout cas historique, hein, celui qui On a est rentré un standard. petit peu plus Ouais. de matière, quoi. Voilà. T'as un peu plus de haute lumière qui sont sauvables. Ouais, c'est très très visuel. Moi, je trouve sur des choses comme voilà, les tons chers ici. Je me rends pas compte comment ça rend sur YouTube, hein, ça c'est autre chose. Mais on a ici, on a c'est de la peau, c'est de la peau, c'est de la peau, c'est de la peau, et puis on a une phase qui se crée et on a une espèce d'aplat. On a quelque chose ici qui a changé de teinte. Là sur la Canon, c'est devenu un peu jaunasse. Si on vient regarder sur la Sony, cette même image. Voilà, ouais, c'est jaunasse aussi en fait. Oui, si, c'est Ouais. jaunasse. Et en même temps, c'est pas illogique, hein. C'est parce que Non, mais là, c'est surexposé normalement. Donc, et alors oui, que c'est très légèrement surexposé, mais voilà, c'est ça. le fait est que le premier des canals qui a clippé, c'est le rouge, et le dernier des canals qui a clippé, c'est le bleu. D'accord. Et donc, si vous savez, la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Hein, donc, en l'occurrence, si le dernier canal qui existe est en négatif, en dépression, vous allez avoir une image jaune. S'il y a moins de bleu, il y a plus de jaune. Donc, ce changement de teinte, la peau a changé de couleur à mesure qu'elle s'approchait de la saturation. Alors ça, si on regarde en Cinétone de chez Sony, la peau est la même couleur partout. Elle est uniformément de la même couleur. Cette zone ici est bien plus claire. Elle est plus claire, elle est surexposée, mais elle est la même couleur, elle est toujours ton chair, elle est la même couleur que le reste de la peau. Et si on saute maintenant sur les images de la Canon, vous allez observer la même chose ici. On a un changement de teinte à mesure qu'on se proche de la saturation. En WideR, vous avez la même couleur de peau sur l'intégralité du visage. Donc, en tout cas pour les gens comme moi qui sont sensibles à ça, là il n'y a aucun doute. Je préfère largement que l'image soit légèrement moins péchue, légèrement moins contrastée, mais de préserver les choses essentielles, les couleurs de la peau. Excusez-moi, hein, dans une image, les gens ne vont pas regarder si les fleurs derrière, dans l'arrière-plan, sont légèrement plus saturées ou moins saturées. Hein, observez bien ce patch ici, vous allez voir que en standard, effectivement, il est bien patate, il est bien éclaté. En WideR, il est un peu plus doux. Mais ça, c'est pas ce qui va attirer l'attention de nos images. Ce qui va attirer l'attention de nos images, c'est évidemment là où il y a deux yeux, un visage, un nez. C'est ça qui va nous attirer l'attention. Alors, Delta. Le Delta E. Alors, vous avez sûrement remarqué sur la testbox du repère, du coup, qu'il y a une color checker classique, hein, où on a un certain nombre de patchs de couleurs qui sont référencés et connus. On sait quelle couleur il devrait avoir. Et donc, j'utilise ici 3D LUT Creator, qui est un super outil pour ça. Et on peut venir mesurer ici exactement. Donc vous voyez ici le petit carré à l'intérieur, celui que je suis en train de manipuler ici, c'est la couleur que devrait avoir ce patch officiellement. Et dessous, bien sûr, c'est la photo. Donc du coup, vous avez dessous ici la couleur qui sort physiquement de la caméra. Et ce que le logiciel peut être capable de faire, évidemment, c'est de mesurer le delta qui est entre les deux. Et donc là, ici, on voit qu'on a un delta E autour de 10, 10,8.
Hein, ça, c'est le delta E moyen. Certaines couleurs sont très proches. Notez que le patch noir, par exemple, il est indistinctible du noir. Certains des patchs de couleurs ici aussi sont indistinctibles. Donc certains descendent jusqu'à un delta E de 0,68, hein, où c'est vraiment la même couleur. D'autres, le delta augmente. On a une plus grande différence. Je vois le orange ici. Là, le orange est franchement différent par rapport au violet là ici qui est bien le même violet. Le orange est assez différent. Et donc on voit que la recette choisie par le fabricant, ici le White DR, nous amène des distorsions. Le blanc par exemple aussi est un peu moins blanc que ce qu'il devrait être, sans trop de surprise, hein, puisque l'épaule de courbe a été aplatie et donc on a un delta moyen de 10 ici. Alors justement. Ça c'est pour répondre à ta question. Si je prends maintenant du coup la même image mais filmée par une FX9, on va la charger dans le logiciel. Voilà, donc ça c'est l'image, le même décor filmé par la FX9. Je recharge ma charte et j'ai un delta E quasiment similaire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le delta E moyen est légèrement meilleur, 7,8. J'ai moins de maximum de différence. On avait 30 de maximum, là on n'a que 17. Par contre, j'ai aussi un moins bon minimum. Il y a des couleurs, il est moins proche. Donc l'autre était à 0,6 je crois en delta E minimum. Celui-là minimum est à 3,46. C'est-à-dire que toutes les couleurs sont un peu plus à côté, mais en moyenne elles sont un peu plus dedans. Et en plus la moyenne est toujours de l'ordre de grandeur de 10. On n'est pas en dessous de 2, on n'est pas au-dessus de 30. Donc à mon sens, les deux recettes couleurs, elles s'avèrent être extrêmement bonnes. Hein, c'est quelque chose de très décent ici. On a quelque chose qui est, rien n'est choquant là-dedans. On a des choses qui sont typiquement en étalonnage, on s'arrête autour de ça. Hein. On n'a pas besoin d'aller plus loin. À partir du moment où les tons chers ressemblent à des tons chers et l'ensemble du décor est bien balancé, on est content. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai un petit faible personnellement. M'accusez pas de parti pris, mais pour les noirs un peu plus collés de la Sony. J'aime bien un noir un peu charnu. Il y a une espèce de mode actuellement, des images un peu décontrastées, désaturées qui me fatiguent. Elle commence à passer doucement. Donc c'est bon signe. On commence à de nouveau avoir des looks un peu plus tranchés. Mais le look comme ça un peu fadasse, qui a vraiment, vraiment marqué le cinéma numérique des 5 dernières années au moins, il commence à me fatiguer un peu. Et j'aime bien l'idée que la recette de base soit un peu plus charnue. Voilà. C'est moins pratique la nuit, j'en suis sûr, pour bosser. Parce que bien sûr, les noirs étant plus denses, on a un peu plus de charbon dans l'image. Mais si on a assez de lumière, avec pourquoi pas une lentille à forte transmission, hein, ou un capteur sensible. Du coup, on peut aussi combattre ce fait qu'on n'a pas assez de lumière en rajoutant de la lumière, soit en montant la sensibilité, soit en ouvrant plus la lentille, enfin, ou en éclairant plus, hein, les gars. On est des caméramans quand même, on est supposé savoir éclairer. Tout ça me paraît de bien meilleure manière que de faire une image laiteuse qui effectivement voit bien dans les ombres, parce qu'elle est laiteuse, mais qui du coup manque un peu de caractère, à mon sens. Michel nous a fait une vidéo où il les a mis côte à côte, les charts, ce qui était plutôt une bonne idée. On va la charger ici et je sais pas si je vais avancer. Eh, c'est nous, regarde. Voilà l'acte héroïque que vous avez fait avec les masques et tout. Exactement. Mais voilà, là j'ai fait pause ici. Je sais pas si vous arrivez à voir sur YouTube. C'est peut-être pas évident, c'est assez fin ici. Mais ce que je peux observer en tout cas ici, c'est quand même un aliasing un peu plus fort du côté de la Sony. On voit quelques fausses teintes apparaître. Et le patch des 16 par exemple est quasiment identique. Par contre, le 18 et le 20 donne l'impression d'être plus piqué du côté de la ça. Ici, le fait qu'on voit de l'aliasing dans cette trompe ici me laisse à penser qu'on n'a aucun problème de mise au point. Il n'y a pas de problème de mise au point, parce que sinon on n'aurait pas d'aliasing ici. Ça serait flou par problème de mise au point. Et donc ça, c'est avec les charts, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur de faire des tests propres. Donc là, j'ai quand même bien la sensation qu'on a réussi le job. Les deux charts sont nets. Les deux présentent un certain niveau d'aliasing. On voit de l'aliasing dans les deux, mais il est plus disgracieux, je trouve, du côté de la FX9, alors qu'il est un poil plus élégant ici. Et on a clairement un patch 20 et 18 qui sont juste plus contrastés. On retrouve ça dans la trompette de gauche, là, la trompette verticale, et on voit bien, ça devient flou chez Sony, là, c'est ça. Ouais, à partir de 16, voilà. Et tandis qu'on a une sensation de netteté sur la Canon qui est plus évident. Qui semble aller plus loin. Ouais.
Et ici, Mais je peux bon, confirmer à tous les repères-notes qu'on a la même optique. Donc, c'est pas une Oui. différence d'optique, c'est le 50 mm Sigma Art qui a produit les deux images virtuelles sur les capteurs. C'est sur les extrêmes, hein. C'est vraiment, c'est au-delà je de pense que 1800 points on par se parle ligne. de choses que personne ne verra jamais hein, dans la vraie vie. Et alors, sur la sensibilité, puisque c'est quand même un énorme sujet habituellement quand on compare les caméras, quel est votre sentiment? J'ai cru comprendre que vous étiez à peu près sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'il y avait eu une petite différence qu'on arrivait à discerner à un certain moment. Pour ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est vraiment pas très évident. Il semble que ça soit très proche l'une de l'autre. Alors, qu'en dites-vous? La sensibilité, laquelle est la meilleure? Alors, peut-être, je vais laisser Greg démarrer là-dessus, du coup, parce que Ok. ça, c'est un truc qu'on dit souvent à propos de la comparaison entre les deux, c'est tiens, il y en a une qui a le dual ISO et l'autre qui l'a pas. Et ça, dans nos découvertes à nous, en tout cas, c'est de la connerie. Si je peux me permettre un petit écart de langage. Donc oui, la Sony a un dual ISO, hein, elle est à 800 ou 4000, et donc ça se programme dans le menu. Greg, tu veux expliquer un petit peu Je comment peux ça marche essayer, ouais. sur la Canon, ouais? Disons que déjà, c'est une bonne chose que la Sony ait un dual ISO, si on parle du fait qu'elle n'en avait pas avant. Donc, et au passage qu'on soit revenu sur des ISO natifs un peu plus raisonnables, à mon sens, c'est une très bonne chose. Et donc, la Sony, elle va tourner à 800 et à 4000 ISO. Point. La Canon, c'est un petit peu différent, c'est du gain analogique tout le long du chemin, à partir de ces 800 ISO, son premier est natif, et donc 1600 ISO, c'est une autre pellicule, 3200, c'en est encore une autre, 6400, 12800, et ainsi de suite, probablement jusqu'à 102 400 ISO. Peut-être pour ce dernier, ça reste à vérifier, il y a peut-être une petite aide en gain numérique quand même. Donc, c'est pas nécessairement grave de ne pas avoir de dual ISO, qu'on a plein d'autres ISO, qu'on les a tous en fait. Hein. Bah, C'est c'est pas ça, un défaut. c'est du C'est pas un multi-dual défaut. ISO en fait, quoi. Donc, mais maintenant, c'était quand même intéressant de voir comment ça se comportait en vrai, parce que ça, c'est la théorie, les white papers, etc. Je crois qu'on peut dire que les deux caméras sont très bonnes. Vraiment, on peut dire qu'elles sont sensibles et que on pourra s'autoriser à aller assez loin avec ces deux machines. Il n'y a pas de souci, quoi. Et donc la différence en fait a été assez difficile à établir sur un usage standard. On peut dire que les deux se valent et elles proposent une image très belle et avec un bruit harmonieux, quoi. Moi je dirais que la différence elle se creuse vraiment vers 12800 ISO. De ce que j'ai regardé, je me suis arraché les cheveux à regarder plein de fois à 400% et les plans ultra low light, dans le noir, pas dans le noir, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on reste quand même sur une différence ténue, puisque dans les deux cas, je pense qu'on peut s'autoriser 12800 ISO sans problème sur un tournage, si tant est qu'on en ait besoin. Hein, c'est pas forcément, c'est peut-être plus le monde du documentaire que celui de la fiction. Mais bon, en regardant vraiment là à la loupe, je dirais que oui, à 12800 ISO, la Canon me semble avoir un grain plus organique et un peu plus harmonieux. Et plus on monte, plus on distingue ce bruit Sony qui s'amplifie, qui est un peu plus électronique. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est mon sentiment. On pourrait ne pas le partager. Voilà. Écoute, moi je le partage sur le grain. C'est vrai que à 6004 ça se tient bien et c'est quand on commence à monter au-dessus que les différences se creusent. Clairement, au-delà de 30 000, au-delà de 25 000, pardon, ou au-delà de 50 000, là, il n'y a plus aucun doute. Il y a beaucoup plus de textures sur la Canon que sur la Sony. Donc là, pour moi, ça c'est authentique, hein, clairement. Voilà. Et c'est pas pour rien que la Sony ne permet pas de monter à 100 000 ASA. Son capteur n'en est pas capable. Par contre, j'ai quand même remarqué un truc très fort, c'est que la Sony arrivait à garder beaucoup de couleurs dans les très faibles lumières, alors que plus on se retrouve avec un gain élevé sur la Canon, et moins on perd en couleur. Ouais, plus on perd en couleur, moins on a de saturation dans l'image. Ça se traduit par, on a des nuits très sombres qu'on peut filmer en Canon, mais elles deviennent aussi très fades, très désaturées. Sur les Sony, je trouve qu'il y a un peu plus de tenue sur la couleur. On a toujours un truc un peu plus charnu, un peu plus saturé, quoi. C'est plus énergétique, plus vibrant, mais ça va moins loin.
ça monte pas sur les grands extrêmes. Donc si on revient ici, ça c'est le C500 AVC et ça c'est le FX9 AVC. Les deux sont tirés à 12 800 ASA. Je sais pas si vous voyez qu'il y a beaucoup plus de couleurs dans la version de la Sony. Les deux étaient évidemment balancés à 3200 Kelvin. Enfin, on a fait le test carré. Hein, on s'est pas trompé de balancer blanc ou de trucs comme ça. On a juste plus de vibrance et on a plus de vibrance en AVC sur la Sony que même en C500 RAW. C'est un preset là, hein. Vous êtes en preset 3002. On est en preset 3002, exactement. Donc il peut être différent, d'un constructeur à l'autre. Qui sera certainement un petit peu différent. Voilà, on peut aussi remarquer que c'est légèrement plus verdâtre aussi du coup. De manière générique, en fait, toutes les couleurs sont boostées. Hein. C'est pas que le vert qui est boosté, mais du coup, là où le vert était quasiment inexistant, c'est assez neutre. En fait, sur la Canon, ça tire vachement vers le neutre. Ça parfois presque de manière un peu excessive à mon sens. On verra sur les situations extrêmes, c'est encore plus fort. Voilà, la Sony ici, elle mériterait d'être légèrement rebalancée. Personnellement, j'enlèverais un demi-point de vert ou un quart de point de vert au moins, juste pour la balancer ici. Mais on voulait pas triturer les balances des blancs quand on vous montre les images. Elles sont sorties comme ça du capteur et ça compte vachement. Hein, on a le même problème sur l'Alexa aussi, où dès qu'on descend en lumière, on a souvent du vert qui sort, mais on a aussi le même bénéfice, à savoir qu'on a pas mal d'énergie dans des scènes sombres. De l'énergie, j'entends par là de la vibrance. Ici, c'est le grain de la Canon. Et juste après le grain de la Sony, on voit qu'il a ce côté un peu plus grossier, avec un peu plus d'aberration, un peu plus de couleur dedans, qui est dû de manière générique à la quantité de saturation aussi qu'il y a, mais aussi du côté un peu plus granuleux. Ce capteur est plus... voilà. À 12008, c'est là où Greg et moi on est d'accord, hein, c'est là où on a observé que autant jusqu'à 6004, elle se tenait très bien. Autant arrivé à 12008, on a commencé à avoir un léger avantage à la Canon. Sur la FX9, comme sur la plupart des caméras Sony en ciné EI, quand on enregistre en log, l'EI n'est pas appliqué à l'enregistrement. Il est appliqué à la visualisation. Hein, on retourne dans le viseur, on voit un rush à 12800 ASA si on a choisi 12800 ASA, mais ce qu'on enregistre sur le fichier, c'est un log 4000 ASA. Il y a quand même un bénéfice à ça, c'est que comme on est obligé de crafter les luttes, on est obligé de se les préparer, personne ne nous oblige d'utiliser les luttes, enfin les valeurs qui étaient dans la caméra. Donc là, j'ai préparé un 4000 vers 800, vers 1600, vers 3002, vers 6004, 12008, 25000, 50000, 100 000. J'ai préparé autant de luttes d'ISO que ce que je voulais d'ISO. Et ça, c'est extrêmement pratique quand on rentre du coup dans la seconde partie de notre test, où on va maintenant ici comparer les caméras à 100 000 ASA. Et ça, je peux le comparer très directement à la Canon, qui est naturellement ici à 100 000 ASA. Et donc, ce qu'on peut voir ici, qui est vraiment assez fort, je vais vous le mettre en plein écran avec mon zoom 400%. On voit ici clairement que la Sony se fait dépasser en termes de texture. Il y a un moment où dans les noirs ici, les ombres, je ne sais pas si vous arrivez à deviner la deuxième, elle est quelque part par là. La troisième, la quatrième, tout ça, on voit plus rien. Hein, les ombres ici sont totalement défoncées. Et même, on a ce qu'on appelle une isoélie. C'est-à-dire qu'ici, il y a du banding. On a un nombre de couleurs limité. C'est un peu gommé par le bruit. Hein, la texture du bruit nous lisse un petit peu ces trucs ici, mais on n'a pas beaucoup d'échantillons de couleurs différentes. C'est pas un dégradé, c'est des bandes qui sont juste gommées par le bruit. Et ça, c'est parce que justement, Sony n'a pas mélangé le i avec son enregistrement log. Et donc, ce fichier a été enregistré en 10 bits, mais à 4000 ASA. Et ces 4000 ASA sont ensuite tirés à 100 000. Donc, on a énormément tiré sur le signal. Si on repasse juste après sur la version Canon, là ici, on voit qu'elle est plus sensible. Point. Elle est franchement plus sensible. Est-ce que c'est 100 000? Je ne sais pas. Ici, on voit bien qu'à 100 000, elle est aussi au bout du rouleau. Hein. Mais elle est moins au bout du rouleau que ne l'était la Canon, que la Sony à 100 000. Et on voit ici, il n'y a plus l'isoélie. On a un dégradé. On voit aussi la présence d'une ombre portée, une deuxième ombre portée, une troisième peut-être qu'on peut deviner dans la masse qui apparaît ici. Donc on voit plus loin dans le noir, tout simplement. Il faut le redire, ce sont deux excellentes machines, très sensibles toutes les deux. Elles font de très belles images, y compris quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Là, on était obligé d'aller très très loin pour savoir. Oui, en fait, il a fallu arriver là pour vraiment commencer à le caractériser. Ouais. Voilà. Qui était meilleur que l'autre. Après, il y a des impacts, par contre, qui sont liés au fonctionnement des deux machines, qui ont un rapport avec la sensibilité, peut-être dont on peut parler. C'était évoqué largement, mais le fait que l'EI ne soit pas enregistré, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Comment est-ce qu'on dit? Moi, j'ai un terme technique à proposer, c'est casse-couille. Voilà, surtout quand l'opérateur a choisi librement ses ISO de façon différente pendant le tournage. Pour chaque changement d'EI qu'il a fait au moment du tournage, il faut une lutte différente.
différentes au moment de l'étalonnage. Ou même du montage, en fait. Si on veut Ouais, voilà, rééquilibrer ça, ou il même faut du espérer montage. Ouais. que Ouais. l'équipe de post-production derrière, ils vont se parler parce que sinon, il y a des gens qui vont jamais comprendre quand ils auront la livraison des roches ce qui s'est passé. Ouais. Alors peut-être avec les métadatas, ils peuvent peut-être retrouver ce qui s'est passé s'ils vont Et jusque-là. sur la Canon, on peut faire un truc improbable, du coup, c'est qu'on peut surexposer à l'ISO. C'est pas de l'EI, c'est pas juste une métadonnée. L'actuel signal est amplifié analogiquement par le capteur et donc il produit en substance une surexposition. C'est ce que Greg, tu nous avais montré pour la première fois de ma vie. J'ai vu ça dans une conférence, voilà, de choisir de surexposer en montant l'ISO. C'est ce qui marche pas sur une caméra avec de l'EI en fait. C'est juste que cette caméra, elle a ce truc-là que l'EI c'est que en dessous de 800, au-dessus de 800, c'est du gain analogique. Alors j'ai voulu absolument tester ça, on l'a filmé ensemble sur la test box. On a ici notre plan low light et donc vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas trop comment le grain va rendre sur YouTube. Il y a un petit peu de grain et à la limite pour les biens de cette explication ici, bah, vous allez voir ici l'épaisseur tout simplement des traits foncés dans le waveform. On peut voir une vague forme d'épaisseur. Cette épaisseur que vous voyez ici, c'est justement le bruit, c'est le grain, c'est les petites variations qu'il y a de luminosité. Et donc, on a essayé de prendre cette même image et de la surexposer en changeant l'ISO. Donc, à 6004, à 12008 et à 25000. À chaque fois, le rendre plus clair, mais en changeant l'ISO. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des rush raw ici. Donc, je peux venir ici, je peux à chaque fois enlever un diaph pour corriger ici. Donc, on a du coup le même positif. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est l'épaisseur du bruit qui est en bas ici, dans les scopes. Regardez, si je prends mon image, ça c'est mon image nominale, qui est exposé comme on expose à chaque fois notre low light, avec exactement le gris moyen posé à 20%. Et ça, c'est la même image qui a été surexposée en changeant l'ISO, mais ensuite sous-exposée au tirage, -2 ici. Et ce qu'on voit, et ça c'est génial, c'est que le grain ici devient plus fin. Je reviens ici, il est épais, c'est brouillard, il y a une espèce de brouillard ici, et il devient plus fin. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut aller plus loin. Donc, je vais ici, on est quoi? On est à 2,8 du coup, si on va peut-être aller dans les négatifs tant qu'à faire. Voilà. À -2,8. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai encore une fois le même positif. Alors, ça peut être un peu plus que 2,8, 2,9, un truc comme ça. Voilà. Okay. J'ai encore une fois le même positif. Par rapport à mon référence, il est pas bruité du tout. Par rapport à ceux qui étaient surexposés dans l'IDF, il est encore un peu moins bruité. Ça devient subtil, là. Ça devient vraiment très subtil. Voilà. On est allé jusqu'à -3,7, je crois, on a fait un truc comme ça. Si je regarde. Voilà. Et là, il y a un moment où ça cesse d'être utile aussi. Donc, c'est pas la peine de sacrifier des hautes lumières comme un barge non plus. Voilà. Tourner à 25 000 en plein jour, soi-disant pour avoir des noirs plus purs, vous allez vous foutre dedans complètement. Ne faites pas ça. Parce que, non, mais globalement, entre 6004 et 25 000, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Pas vraiment de différence. Par contre, entre le nominal et notre surex de 2 diaph, là c'est énorme. C'est énorme. Le brouillard qu'il y a ici en bas dans le waveform, il disparaît purement et simplement. Et comme dans cette scène, du coup, on n'avait pas grand-chose de fort en lumière, ça passe sans faire de dégâts. Peut-être si on avait une autre lumière un peu méchante. C'est un équilibre à trouver, voilà, évidemment. C'est un équilibre à trouver. Ça peut être intéressant sur plus 1, plus de diaph. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a fait du TTR que moi, j'avais jamais fait de ma vie. Le surexposer un négatif, j'ai fait plein de fois. On le fait soit à l'optique, soit au filtrage, soit à la lumière. Enfin, on surexe un neg. Ici, la lumière n'a pas bougé. On a surex le neg en montant l'ISO. C'est assez unique. Je connais très très peu de caméras qui peuvent le faire en fait, en substance. Alors oui, les dual ISO modernes, elles peuvent le faire puisque en choisissant l'ISO élevé et ensuite en redescendant de cet ISO-là, ça va marcher. Ouais. On produit la même chose ici. Mais avec les Canon, là du coup, on peut le faire même par incrément de 1 diaph si on veut, puisque tous les ISO au-dessus de 800 sont des ISO natifs, j'ai envie de dire quoi. Et donc tu pourrais tourner nativement, je sais pas, à 6400 et décider de surex d'un diaph. Et le tirer à le tirer à 3002 ou même à 800 ASA si tu veux les tirer à 800 ASA. Voilà, c'est un test qui est quand même beaucoup plus simple à analyser, comme on peut le voir. Il suffit de compter, Il faut compter. les diaphs.
Voilà, à gauche, donc on a la Canon en log 2 10 bits 422 et à droite la Sony en S-Log 3 10 bits 422. Euh, et on voit qu'il y a une grosse différence. Moi j'ai compté, donc je peux aider les gens à compter. Sur la Canon, il y a 13 diaph plus. Sur la Sony, il y a 12 diaph plus. Et on voit que le seuil de bruit résiduel, donc là on compte dans ce qu'on appelle le diaph utile, hein. Peut-être que dans cette masse dont on ne saura pas forcément quoi faire de bruit, il y a sans doute de l'information, et c'est peut-être pour ça que le constructeur peut légitimement plus ou moins dire qu'il y en a 15. Mais on en est, dans les deux cas, on n'est pas à la dynamique annoncée, et clairement, bah, la Canon en a plus, quoi. Ouais, 15 diaph, de toute façon, enfin, nous, on n'a jamais vu. Mm. Hein. On n'a jamais vu 15 diaph, 15 diaph propres en tout cas. Des diaph Ouais. qui descendent tout droit, linéaire. Il y a toujours un pied de courbe avec une certaine quantité X de diaph supplémentaires. Alors après, selon les courbes choisies, c'est vrai que ça peut être assez traître. Moi, je pense que les diaphs qui sont les plus utiles pour la photographie, clairement, c'est ceux qui sont linéaires. C'est ceux qui sont tout droits, en fait, où globalement, chaque étage a le même écart que le précédent. Tout en bas, on a de la matière. On peut d'ailleurs potentiellement la dégrainer. Alors là, voilà, là j'ai dénoisé les deux euh, dans Resolve. Ouais. Comme ça, on voit ce qu'il y a justement Dans le seuil sous, de bruit. Voilà, dans le dans le seuil de seuil du bruit, bruit. est-ce qu'on peut espérer en extraire Et sur la Canon, on aperçoit deux petits rebonds qui sont, on ne pourra rien en faire, mais qui peuvent justifier pour un ingénieur japonais 15. Moi, j'ai quand même été étonné. Je m'attendais à ce que la Sony, elle monte un petit peu plus haut en dynamique, Moi quoi. Parce que aussi, moi aussi. Parce que c'est... ce que j'ai vu sur d'autres capteurs, je pense à la F65 ou la Venice par exemple, donnait des résultats qui étaient qui étaient assez consistants avec au moins les 14 diaph de dynamique qu'on a l'habitude d'avoir avec une Alexa. Et là, sur la FX9, je m'attendais à voir la même chose. D'autant que j'ai fait plusieurs tournages de nuit avec et que j'avais jamais été choqué par le bruit. Mais c'est une chose de voir des images de la vraie vie et c'est une autre chose de Ouais. la mettre sur un banc d'essai. Et sur un banc d'essai, là, c'est assez évident. Enfin, je suis obligé de constater. Hein, voilà, il y a clairement une limite à la dynamique aussi. Elle est comme sur toutes les caméras en dessous de 50 000 balles, globalement, elle se situe voilà, dans les noirs, dans le pied de courbe, dans le seuil de bruit. On peut dégrainer de l'info, ça c'est indubitable. Et tous ceux qui ont fait l'essai d'un bon denoiser, là, Sud Resolve ou Nit Video par exemple, savent qu'on peut extraire énormément d'informations du bruit si on y accorde le temps et l'énergie en puissance processeur nécessaire. Je m'attendais à mieux que ça, moi aussi. J'étais un peu, pour être tout à fait honnête, un peu déçu par le passage au banc d'essai. Bon, Et similairement, assez finalement épaté par le capteur de la Canon qui lui, bon, pareil, il est, on le prend en défaut sur sa promesse de 15 diaph, mais si tu veux, Ouais. on a tellement vu de gens qui promettent 15 diaph que du coup, je m'attendais même pas à les voir. Mais en réalité, c'est plutôt honorable ce que je vois. Et bah, finalement, des deux côtés, c'est assez honorable dans l'absolu. Mais Oui, parce que 12 diaph de dynamique, c'est déjà très bien. 12 diaph, Soyons voilà, 12, clairs. 12 diaph linéaire, 12 diaph 12 sur lequel diaph on peut entier. compter, Voilà, c'est voilà, ça. c'est déjà très très bien. Mais voilà, on aurait pu penser, parce que c'est plus ou moins ce qu'offrait la FS7 déjà. On aurait pu penser qu'on en aurait un peu Ouais, qu'il y a quelque plus. chose de On en a sans doute un peu significativement plus, meilleur. hein. Peut-être qu'on est à 12,8 ou 12,5. On n'a pas, nous, la capacité d'être aussi précis. Ouais, on n'est pas au Donc cœur du gaz. 12 plus, ça c'est sûr, c'est un bon 12 bien charpenté et tout, mais on n'a pas les 13, ça c'est sûr, alors que la Canon, on voit même la tête du 14e, quoi. Et donc on s'approche d'une Alexa dans les mesures, et je trouve ça vraiment prometteur, quoi. Et je crois Surtout que c'est une fraction du prix de oui, l'Alexa, hein, donc du coup, ça, on peut accepter de faire quelques compromis, disons, à ce niveau-là. c'est ça exactement. Ouais. Ouais. Alors, Chez on peut s'arrêter deux Sony, secondes ouais, sur bien la sûr. C-Log 3. Ah ouais. La C-Log Alors on 3, voit je que les trouve. diaphs sont très fins, hein. Ouais, alors, ça, c'est voilà, la C-Log 3, elle a quelque chose qui est assez unique, que je connais d'aucun autre log euh, de l'industrie, en tout cas, aucun autre log standard. Elle pince les noirs, elle les Ah, pince. marrant.
et à mort, quoi. Donc là, on le voit vraiment à l'écrasement des diaphes, des ombres. Ils deviennent de plus en plus fins, de plus en plus serrés. Mais on voit aussi du coup que le seuil de bruit disparaît complètement là-dedans, puisque lui aussi est écrasé. Et ça, c'est un bénéfice direct pour les gens en post-prod, du coup, à l'étalonnage. Ne serait-ce que même que regarder le log au montage, tu vois, c'est que le bruit est massivement masqué par ça. Alors, je soupçonne que du coup, c'est beaucoup plus difficile à denoiser, parce qu'il y a moins d'infos dedans à cause de ça. Oui. Mais C'est en pas génial. l'absence de besoin de débruiter l'image, le Canon Log 3, du coup, il a ce bénéfice que putain, tu poses le truc sur la timeline et c'est assez propre. Par opposition justement à poser un RAW non débruité qui va exprimer tout le rapport signal-bruit du capteur d'origine. Juste redévelopper le même rush RAW en Canon Log 3 plutôt que 2, et tout d'un coup le rush paraît moins bruité, juste en changeant le gamin. Voilà, ça c'est le résumé de tout ce qu'on peut avoir sur ces deux machines. Donc l'intérêt de ça, c'est uniquement si effectivement tu as besoin d'avoir une très grande étendue de captation et que tu vas utiliser toute cette étendue-là dans ton image finale. Sinon bon, voilà, c'est très mesuré quand même comme intérêt. C'est pas pour dire que ça sert à rien, mais ça veut dire que dans la pratique, les moments où on utilise ça, ça sert toujours justement dans les recettes couleurs dont je parlais, tu sais, tes recettes d'affichage, tes transformations, il y a un tone mapping et selon ce qu'il y a dans le rush d'origine, ce qui peut nourrir le tone mapping du coup peut se traduire par un aplat ou pas dans les hautes lumières par exemple, okay, selon la science choisie. C'est très très visuel, alors pas sur des caméras comme ça parce qu'elle dépasse vachement la dynamique qui pose problème, mais sur des caméras qui sont très limitées en dynamique, je pense aux appareils photo, tu vois, j'ai presque pas envie de citer de marque du coup parce que c'est pas le but de troller d'autres choses, mais il y a des appareils photo autour de 1000 balles, hein, je pense Panasonic en fait, Blackmagic en fait aussi, qui ont des capteurs 10-12 bits. Donc du coup, tu peux te dire qu'il y a de la dynamique. Et en fait, quand tu mets ces mêmes caméras sur une charte de ce type-là, en fait, on en mesure 9, quoi. 9 à tout péter. Et là, ce qui se passe, du coup, c'est que quand tu prends une science couleur comme ça qui exploite toutes ces données, tu te retrouves avec des aplats et des choses qui sont des changements de couleur, des changements de teinte dans les hautes lumières. Les choses que j'ai essayé de montrer un petit peu entre le Rec 709 et le White DR. En fait, globalement, tout subit les défauts du Rec 709 parce que le capteur lui-même n'avait peut-être pas assez de dynamique pour garder l'information. Et donc, on ne peut pas la tone mapper après puisque l'information a été perdue dès le capteur. Évidemment, quand tu commences à dépasser 12 diaph, c'est déjà deux fois la dynamique que ce que l'écran peut afficher. On rentre dans des situations où ça devient plus difficile à mettre en exergue. Mais au moins théoriquement, c'est toujours vrai dans le fond. Je veux dire, on préfère toujours avoir toujours un peu plus de dynamique. Et là où ça se montre extrêmement utile, c'est dans la latitude. C'est dans la capacité à changer l'exposition. C'est-à-dire que finalement, on prend une fenêtre peut-être d'une dizaine de diaph dans ces 14, mais on peut la déplacer. On peut surexposer de 2 diaph ou sous-exposer de 2 diaph. donc on Et peut donc se là, tromper. voilà, ça donne droit à l'erreur. On Et peut se donc, tromper ou on peut encaisser une situation. Je pense à quelqu'un qui fait du docu, encore une fois, qui a des changements de lumière qu'il maîtrise pas tout le temps. Exactement, il sera content Ouais. de savoir qu'il a peut-être sauvé quand même cette image. C'est Tu vois, ça, les fausses teintes par exemple, ça c'est un cas classique du documentaire. Tu as ton interview en extérieur jour, il y a une fausse teinte qui arrive, qui repart. Bon, ça c'est des choses tu peux jamais totalement réétalonner la fausse teinte, mais au moins tu peux sauver le matériel, tu peux sauver l'interview. Ça va se lire qu'il y a eu un changement de lumière, mais on n'aura pas tout d'un coup un visage cramé ou un visage bouché. Et c'est là où tout d'un coup le diaph supplémentaire de dynamique, il peut payer. C'est un peu dans les extrêmes, je suis d'accord, hein, c'est sur une image moins maîtrisée. Mais ces caméras s'adressent beaucoup à des gens qui vont pas forcément tout maîtriser, donc ça a du sens, hein. Alors, il nous reste un grand problème à examiner, c'est le problème du RAW. Sony n'a pas encore fait son devoir là-dessus. On sait qu'il y aura du RAW, mais on ne l'a pas. On voit qu'on n'a pas pu comparer. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux différents RAW en avance, ou est-ce qu'on peut rien dire pour l'instant?
Alors, je pense pas qu'on puisse rien dire quand même. Il y a des choses à dire. Le choix historique de Sony, ça a été de partir en RAW linéaire, c'est-à-dire de pas appliquer de gamma du tout à l'enregistrement du RAW. Et donc, du coup, sur les gros modèles, donc F65, F55, F5, le RAW linéaire était en 16 bits. Et donc, du coup, il y avait toute la dynamique du capteur qui était capturée ce faisant. Par contre, sur les petits modèles, je pense à la FS7, la FS5, c'était du RAW 12 bits qui tronquait les noirs les plus profonds. Tronqués, qui étaient jetés. Voilà. Canon a pris une stratégie différente depuis le début, puisque le RAW Canon est depuis le début en log, de manière assez analogique à Arri, qui a choisi aussi le log 12 bits comme enregistrement RAW, et donc qui permet d'avoir un enregistrement un enregistrement RAW qui soit pas, qui ne sacrifie pas en tout cas de luminosité dans l'image. En substance, ce que Arri et Canon ont choisi, c'est que quand bien même on parle d'enregistrement RAW, à savoir un enregistrement très primitif, très proche du capteur, ils ont tous les deux choisi d'appliquer une fonction logarithmique au nombre pour réduire leur volume, en tout cas réduire leur amplitude. Et c'est ça qui est codé dans le fichier RAW chez Arri et chez Canon. Ceux qui connaissent les maths savent que la fonction logarithme a un inverse, typiquement l'exponentielle, et donc, en théorie, du moins, on peut retrouver le nombre d'origine, celui qui est sorti du capteur, en tout cas linéairement, grâce à l'application d'une fonction mathématique inverse au logarithmique d'origine. Alors, dans les faits, ça peut trouver ses limites. Ceux qui ont essayé l'euro en 10 bits, par exemple, ont découvert que potentiellement, cette méthode, du coup, peut trouver à un moment ou un autre un manque de définition, on va dire. À partir du 12 bits, ce qui est le choix à la fois de Arri et de Canon ici, dans les faits, enfin, dans mon expérience, en tout cas en étalonnage, ça s'est montré suffisamment généreux en valeur pour qu'on puisse retrouver à peu près ce qu'il y avait au niveau du capteur. Très très rapidement, et je vais essayer de pas trop m'étendre dessus, mais voilà, si vous imaginez bien un capteur qui aurait 16 diaphes de dynamique théorique, et on imagine c'est pratique et c'est vrai, le 15e diaph, donc si le 16e diaph arrive à 65 535, ok, 16 bits, le 15e diaph, essayez d'imaginer où est-ce qu'il est. Le 15e, il est donc un diaph en dessous de 16, il est à 32 000. Il est à la moitié de la quantification des 65 000. Et le 14e diaph, il est à 16 000. Hein, c'est le problème de la lumière. La lumière, elle est exponentielle par définition. À chaque fois qu'on rajoute un diaph, on double. Donc c'est quelque chose qui progresse de manière géométrique et pas linéaire. Donc si on veut stocker ça en linéaire, il faut des grands nombres. Ça, c'est l'option que les gens de RED et les gens de Sony ont choisi, c'est de stocker le nombre d'origine. Et tant pis, si ça fait un très grand nombre, on stocke tout. Et donc, ça fait des gros volumes de données qui sont difficiles à gérer. Et la FX9 de nos jours nous présente ce problème. Du coup, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de système en place capable de le gérer. Ça va arriver très prochainement. Ils ont prouvé par le passé qu'ils savaient le faire, donc du coup, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils vont arriver à le faire. C'est une stratégie, on va dire, un peu puriste. Voilà. Il y a d'autres fabricants, et je pense là en l'occurrence à Arri et Canon, qui ont choisi de d'abord mouliner ces nombres linéaires, les passer par un logarithme choisi, les redescendre à 12 ou 10 bits et les stocker ainsi. Dans les faits, quand on prend ces nombres à 12 ou 10 bits, on peut les redéplier plus tard sur les 16 bits linéaires qu'on espérait à l'origine. Et ça se passe assez bien. Donc, ce qu'on peut, nous, en tout cas, prévisualiser à l'avance, c'est que l'enregistrement Sony, en 16 bits linéaires de la FX9, sera effectivement sans compromis. Ça, il n'y a pas de doute. Ce qui va se passer dans les faits, c'est qu'on va devoir mettre le compromis après la caméra. Les gens de Canon ont choisi de mettre le compromis dans la caméra, un enregistrement logarithmique qui a fait ses preuves dans l'industrie. Il n'y a pas à prouver du tout que du 12 bits log RAW marche en production, puisque un film sur deux au cinéma sorti de nos jours est probablement capturé avec cette méthode-là.
Les gens de Sony ont décidé de laisser ça au système d'enregistrement qui n'est pas de leur ressort. C'est pas eux. Les gens de Sony produisent une caméra qui fabrique du RAW 16 bits et puis ensuite charger à l'utilisateur de l'enregistrer. Et donc typiquement avec des enregistrements externes. On sait déjà que Atomos a annoncé que le Shogun 7 et l'Atomos Néon pourraient l'enregistrer. Néanmoins, ils ont aussi déjà donné l'information que ce sera probablement en ProRes RAW. Donc un enregistrement aussi soumis au compromis, puisque voilà, beaucoup de données, ça prend beaucoup de place, et donc du coup, il faut arriver à le rentrer. On peut se parler un peu du prix, parce que les caméras ne sont pas au même prix. Il y a grosso merdo, pardon, il y a à peu près 3800, je crois, euros hors taxe entre les deux machines. J'avais dit 15 000, mais c'est un peu moins cher, je crois, pour la Canon, ça va être 14 350. Et la Sony, elle doit être 3 800 euros en dessous, à peu près, à vérifier, puis ça change tout le temps. Donc voilà, je suis un peu imprécis là-dessus. Mais cette différence, elle va être vite gommée si on veut faire du RAW, parce qu'il va falloir acheter un module de sortie sur la Sony, le XCDA, et qui doit coûter dans les 2500 euros hors taxe, peut-être quelque chose comme ça, et un enregistreur tiers, par exemple un Shogun, chez Atomos. Après, il y a d'autres choses, à mon avis, qu'on peut souligner. C'est que moi, j'ai lu tous les white papers ProRes RAW depuis un petit moment. Et officiellement, dans ce qui est écrit, c'est que ça fait du 12 bits. Donc, le codec en ProRes RAW HQ. Donc, ça veut dire que Apple va donc devoir développer, parce que Atomos ne fait pas de codec, hein, même si on pourrait croire, parce qu'ils vendent tellement le ProRes RAW, on pourrait croire que c'est eux qui les développent. C'est-à-dire que Apple va se dire, OK, pour le mois d'octobre, on va faire une version 16 bits linéaire pour la FX9. Pourquoi pas, hein, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui me laisse un... J'attends de voir, on va dire. Sans compter qu'il y a des problématiques qui vont même plus loin que ça dans le ProRes RAW. Pour l'instant, ça ne marche pas chez Resolve. Je pense que c'est pas prêt de se régler parce qu'ils sont clairement en concurrence avec Blackmagic là-dessus. Alors, moi, je trouve que Blackmagic, qui est un logiciel, enfin, DaVinci Resolve, qui est un logiciel d'étalonnage, devrait prendre tout ce qu'il peut. Ça semblerait être la moindre des choses, mais ils ont leur Blackmagic RAW qu'ils ont envie de pousser, à mon avis. Il y a la problématique des métadatas, c'est pas impossible de les avoir probablement dans le ProRes RAW, mais pour l'instant, elles n'y sont pas. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont... dont on sait que, ça, à mon avis, ça ne sera pas simple à régler, quoi. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est que ça ne sera pas simple à régler. Par contre, en termes de fonctionnalité, effectivement, un Canon RAW sorti là actuellement d'une CFast, d'une C500 Mark II, est actuellement fonctionnellement disponible sur Avid, Premiere, Resolve, Final Cut, ce que tu veux. Un RAW 16 bits, fut-il ProRes ou un 12 bits downsamplé, log, je ne sais pas ce qui va se passer du côté de DaVinci et compagnie, d'une FX9, alors actuellement, c'est pas disponible du tout. Et ça c'est vraiment pas un avantage du tout Sony. Ça, je suis obligé d'être réaliste là-dessus. Donc, ça va se décanter. Les solutions, évidemment, c'est l'industrie. Elle réagit. Elle est capable de s'adapter. Hein, les gens de la post-production ont tout intérêt à annoncer au monde qu'ils peuvent supporter telle ou telle caméra, tel ou tel rush. C'est dans leur intérêt. Ils vont le faire à terme, ça c'est évident. Mais là, au jour où on parle, totalement avantage Canon sur la RAW, puisque c'est la seule qui en propose, quoi. Voilà, bon. Belle conclusion, voilà. Les ralentis, est-ce que Canon se faisait toujours prier pour faire des ralentis sur les caméras? Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce qu'on retrouve les mêmes différences traditionnelles entre Canon et Sony sur les slow motion? Alors, c'est pas le point fort de la machine, ça c'est clair. En fait, il y a plusieurs problématiques sur le ralenti de la C500 Mark II. Il y a le fait que c'est déjà que du Full HD en 1920 par 1080, ce qui n'a, à mon sens, rien de glorieux. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui est partagé avec la FX9, hein, qui n'est pas non plus les meilleure que la Canon à ce sujet, mais elle n'est pas extraordinaire. Hein. Ça fait pas rêver de faire de la Full HD à 120p. Il y a vraiment des machines qui font mieux maintenant. Voilà. Moi, ça ne me fait pas rêver, en tout cas. Après, sur la Canon spécifiquement, là où ça n'arrange pas les choses, c'est que c'est via un crop
Super 16 que ça se fait. Donc ça veut dire que c'est très ennuyeux pendant un tournage. Si on a envie de faire un ralenti tout d'un coup dans un cadrage donné, il faut avoir soit changé d'optique, soit reculer de 50 mètres à peu près pour pouvoir avoir un cadrage équivalent. C'est pas du tout pratique. Et c'est très étonnant parce que même la C200, qui pour mémoire est vraiment la même famille de capteurs, hein, puisque il est lui aussi issu de la C700 en Super 35, tu fais un Full HD 120p sur l'entièreté du capteur. Mais sur la C500 Mark II, non, c'est du Super 16 dès qu'on est sur des cadences de l'ordre de 120 images par seconde. Et ça, c'est quand même un peu décevant, mais pas autant que de ne pas pouvoir faire mieux que du Full HD en 120p. La C300 Mark III propose de le faire en RAW à 120 images, 4K RAW, 120 images par seconde, quoi. Ça, c'est du ralenti qui commence à être vraiment sympa. Et pour la pub, pour faire du drama, je sais pas, quoi. Ça fait. Moi, filmer en 120, enfin en 120p Full HD, ça m'intéresse pas tant que ça. Et à la limite, je préfère filmer en 50p 4K ou faire du 4K RAW ou du 6K RAW 50p et aller bidouiller tout ça en post-production. J'obtiendrai probablement un résultat meilleur qu'en attaquant directement le problème en Full HD sur un crop Super 16. Sans compter, ce sera mon dernier point, c'est que dans tous les cas, on n'a pas le son. Alors c'est souvent le cas, mais il y a quand même des machines qui permettent d'avoir le ralenti pas conformé en interne, donc de changer d'avis, éventuellement d'utiliser une vitesse normale. Ça va de la RED à un simple Sony RX100 qui fait du 100p en 1920 par 1080 sans aucun problème avec le son, une machine qui vaut quand même beaucoup moins cher que les deux dont on vient de se parler, quoi. Enfin, moi je suis un peu déçu par les deux, mais plus par la Canon, en résumé. Moi, je voulais défendre la Canon là pour le coup. Elle fait du full frame, hein, donc 6K, n'est-ce pas? Elle fait du full frame en 50p. C'est vrai. Voilà. La Sony fait du full frame au maximum en 30p. Et alors bon, on nous promet là une mise à jour prochaine, le mois d'octobre, qui permettra de faire du 5K, donc presque full frame, on va dire, en 60p. Ou 50 hein, pour Oui, les j'ai gens dit qui veulent faire de la 50 pour vidéo. 60, bien sûr. 50-60, c'est analogue, les deux vont ensemble. Donc c'est très bien qu'on puisse imaginer effectivement ce mode 5K. Je suis d'accord avec toi que c'est pour le coup pas un chouette avantage de devoir cropper pour aller plus loin en vitesse. Ça c'est un peu relou. Ça c'est un truc qu'on connaît beaucoup avec les raids. Avec les raids, en full frame, on a une certaine vitesse. Elle est honorable, mais pas non plus phénoménale. Si on veut aller dans les 120, 200, 240 images secondes, il faut commencer à couper dans le capteur sérieusement et donc impacter aussi l'esthétique et aussi le rapport signal-bruit, puisque tous les bénéfices dus au suréchantillonnage disparaissent quand on commence à couper dans l'image. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu regrettable. Les Sony ont décidé d'implémenter ce qu'ils avaient déjà fait sur les FS7, à savoir voilà un mode 2K, c'est vrai, mais très haute vitesse. Donc un mode 2K Super 35 qui peut monter jusqu'à 180, je crois, images par seconde, un truc comme ça. Donc quelque chose qui est compatible en tout cas avec des choses presque scientifiques, au moins la pub, au moins les choses comme ça qui décomposent vraiment le mouvement. Je crois qu'ils ont quand même un 4K 120, mais uniquement sur le RAW. Donc on rentre de nouveau dans le concept de l'enregistrement externe, le XDCA, tout ça. Voilà, donc on pourra faire un 4K 120 avec la FX9, mais en l'absence de l'équipement complémentaire nécessaire, on sera vraisemblablement réduit du coup à la surface du 5K enregistré en 4K à 60 images. Et donc voilà, tout ce qui est grand capteur et 4K sera cantonné à 60 images secondes. Si on veut vraiment de la vitesse, il va falloir abandonner le côté 4K. Il va falloir descendre en 2K. Pour moi, la bascule, elle est vraiment bizarre parce qu'elle va dans les deux sens. La Canon donne du full frame 60, ce qui est déjà de la vitesse. C'est honorable. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. La Sony, elle donne du full frame que à 30. Par contre, quand elle descend en 2K, elle va plus loin en vitesse. Donc c'est peut-être, voilà, je sais pas, pour se donner on va dire un résumé de la chose. Voilà, la Canon est meilleure en full frame, la Sony est meilleure en Super 35 et en vitesse. Alors, un autre aspect qui intéresse beaucoup les gens qui tournent
de façon peu installée, c'est-à-dire tout seul ou à deux, etc. C'est la stabilisation. Donc, il y a un système sur les deux caméras de stabilisation du capteur. C'est bien ça? Non. Et Ouais. voilà. Oui et non, quoi. Le capteur, dans les deux cas, il n'est pas stabilisé, mais il y a un système de stabilisation dans les deux cas de l'image qui marche c'est similaire à ce qu'on fait en post-production, hein, c'est du warp stabilizer. C'est du crop. Ouais, C'est pas du via warp. le crop. C'est même pas du warp. Hein. Note bien, sur les deux caméras, en interne, c'est pas du warp. C'est juste du crop et ce qu'on appelle de l'offset. C'est de l'offset. C'est Il n'y a pas décalage d'analyse de gauche-droite au bas. sous-espace. C'est ça. Les deux le proposent. Voilà, je pense que les deux ont le mérite d'exister puisqu'ils permettent de produire des rushs stables issus de la caméra. Et donc, les gens qui sont plus proches du reportage vont adorer ce genre d'option. Ça fait aucun doute. Dans la fiction, on sera un peu moins fan parce qu'on préfère justement le warp stabilizer qui est capable justement de déformer la perspective et de rétablir la perspective. Donc, je vais faire ça au coût de beaucoup plus de calculs, une meilleure stabilisation. Voilà. Néanmoins, c'est vrai que les deux caméras reposent massivement, en tout cas au niveau qualité, sur la stabilisation optique. Et donc là, voilà, il faut pour ça tourner avec des optiques dites stabilisées qui peuvent recevoir les instructions de la caméra pour stabiliser l'image. Donc, dans les deux cas, que ce soit sur la Sony ou sur la Canon, ça repose sur les optiques souvent, très très souvent, dans la catégorie optique photo. Et elles vont le donner spontanément. Pour les optiques plus type cinéma, des gros morceaux de verre comme ça avec des bagues bien lourdes autour pour les faire tourner, la stabilisation du coup devra être soit en post-production, et donc là on va passer par les systèmes soit de warp stabilizer, soit de stabilisation rapide présente dans des sessions de post-production. Donc ça sera fonctionnel. La caméra peut proposer, dans les deux cas, sur la Canon et la Sony, une stabilisation interne qui fasse ce boulot-là en fait en préambule, enfin, avant même l'enregistrement des rushs. Donc comme ça, on a un rush spontanément 4K stabilisé à base d'offset. Donc ça, c'est productif. Je pense d'un point de vue qualitatif, il n'y a aucun doute, il vaut mieux utiliser la stabilisation en post-production pure. Ça, c'est parce que justement, les algorithmes font un meilleur boulot. Je sais que la Sony, elle, est quand même capable d'enregistrer les métadonnées des placements optiques. Donc l'offset, gauche-droite, haut-bas, elle peut les stocker en métadonnées, parce qu'elle a des petits gyroscopes. Enfin, les deux doivent avoir des gyroscopes, évidemment, mais la Sony peut enregistrer les données issues des gyroscopes en métadonnées du fichier pour pouvoir l'appliquer en post-production. Mon intuition, c'est que ça ne fasse pas une grosse différence. Si on le fait en caméra, si on le fait au moment de la post-prod, les deux donneront le même résultat, à savoir de l'offset, du décalage. Pour être précis, voilà, la Canon, pour le moment en tout cas, ne propose pas ces métadonnées. Soit on stabilise dans la caméra, soit pas. Voilà. Et pour l'instant, je crois que la Sony propose pas encore de le faire dans la caméra, mais bientôt. Et en tout cas, elle propose des métadonnées pour le faire plus tard. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Forez. Mon conseil, ça serait que si c'est un boulot auquel on tient, de jamais utiliser ça. Sauf si on n'a pas le temps de faire de la post-production derrière. Sauf si, voilà, il y a plein de raisons. Mais sur un travail qualitatif, une pub, une fiction, ou un court-métrage, quelque chose qui est important, il y a plein d'autres méthodes qui donneront de bien meilleurs résultats. C'est vachement difficile d'évaluer l'efficacité de ce genre de choses, parce que tant que ça marche, puis quand ça rate, c'est là qu'on voit qu'éventuellement on n'aurait pas dû l'enclencher. J'ai essayé de le faire avec la Canon, qui donc le stabilise en interne dans la caméra. On peut même mettre du PL et préciser la focale, et ça marche assez bien, très honnêtement. Je ne sais pas déterminer vraiment quelle est la limite d'usage, en fait. Il faudrait vraiment beaucoup d'expérience à ce niveau-là pour pouvoir mettre en avant quand est-ce qu'il faut savoir s'arrêter de ne plus l'utiliser. Ce que je peux dire en revanche, c'est que je dirais que ça ne remplace pas un stead, ça ne remplace pas un gimbal, il faut bien le comprendre, ça ne remplace pas une crosse d'épaule, même bien utilisée, hein, et encore moins bien sûr un trépied. Hein. Et pour tout ce qui est déplacement, je trouve que ce n'est pas idéal. Ça marche assez bien quand l'optique est stabilisée, mais c'est donc la stabilisation optique
qui encaisse le plus de choses à ce niveau-là. Et par contre, là où ça peut être intéressant, c'est qu'on fait des plans au point ou à l'épaule qui se veulent fixes. On a parfois un tremblement, surtout sur des grands capteurs, ça se voit assez, ça dépend des opérateurs aussi, et qui peut être un petit peu agaçant, ce petit tremblement-là, on se concentre et puis on s'est un petit peu trop tendu, et notre plan fixe, il est un petit peu maladroit. Et alors, avec la technologie, en tout cas de la Canon, c'est totalement gommé. C'est comme si on avait un trépied dans cet usage-là, où on n'a pas de déplacement, on n'a pas de changement de perspective, ça marche assez bien. On peut dire ça. Enfin, moi, je peux dire ça. Si je peux donner un petit conseil pour que ça marche vraiment très bien, c'est effectivement ne pas prendre un shutter trop long. Le shutter traditionnel 180 degrés, hein, le 1/50e, il va générer des flous de bouger dans ce cadre de stabilisation qui vont continuer à se voir, malheureusement, même une fois que le rush sera bien stabilisé. Et quand bien même ça fonctionne bien au niveau de la stab, s'il y a un flou de bouger dû au shutter, il peut se voir. Et donc voilà, à 45 degrés ou à 90 degrés, là ça se passe vraiment très bien. Et donc pour ceux qui connaissent pas les tableaux de correspondance, hein, voilà, le 50e 180, le 100e 90 et un 200e 45 degrés, c'est les shutters qui vont vous donner de bonnes stabilisations de type post-prod. Et voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans ces deux caméras, en tout cas, la stabilisation dite capteur, en tout cas la stabilisation intégrée à la caméra, est une stabilisation de technologie post-prod, et donc elle subira les mêmes impératifs, à savoir un shutter court, pour que ça fonctionne à merveille. Alors, sauf peut-être pour les déplacements, hein. Genre le gimbal au centième, c'est très bien si on veut faire il faut solver soldat Ryan. Si on voulait remplacer un travelling, c'est une très mauvaise idée éventuellement, quoi. Ah, j'ai pas dit que le shutter était une bonne idée pour la mise en scène, caméra. Le shutter est une bonne idée pour être Pour capable la de stab, stabiliser en post-prod. disons que j'attire l'attention là-dessus. Que ce soit en mouvement ou pas, voilà. Ouais. Et donc, non, si on a des rushs comme ça qui sont à 45 degrés, tu vois, genre typiquement au 200e, donc c'est où chaque photogramme est parfaitement net, ça peut être une très bonne idée de rajouter du flou de bouger en post-production, Ah oui, c'est-à-dire de le faire manufacturer pour gommer ce côté-là. Donc, on a eu besoin du shutter court pour faire la stab, et ensuite on le gomme avec une étape de post-production. Donc voilà, c'est dans DaVinci Resolve Studio, c'est dans la suite Adobe aussi, voilà, ça dans les suites payantes. Dans DaVinci Resolve gratuit, par contre, le DaVinci Resolve tout court, c'est une option payante. Et donc, c'est peut-être quelque chose à savoir pour les gens qui veulent ne pas payer pour leur solution de post-prod. Ça peut leur mordre le cul, comme ils disent les anglophones. It'll bite you in the ass. C'est qu'on aura des rushs qui, dans le mouvement, comme disait Greg, sont assez saccadés, assez hachés, un peu agressifs, peut-être plus que de raison. Et donc voilà, il faut probablement se tourner vers des solutions, à l'heure actuelle en tout cas payantes, pour véritablement gommer le rush. Et puis en plus de ça, il faut s'en occuper, en avoir conscience et s'en charger. Est-ce qu'on on a fait un beau tour des deux caméras? Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'on pourrait vous demander à chacun, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter dans l'hypothèse où vous feriez du full frame, évidemment, mais laquelle prendriez-vous? Est-ce qu'on peut procéder comme ça pour que chacun dise ce qui finalement, en résumé, convient pas, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas? Bah, peut-être je vais me lancer, allez. Vas-y. Moi, je pense que déjà, c'est beaucoup fonction de ses habitudes et de son parc optique possédé éventuellement. Voilà, moi, j'ai des optiques Canon. Il y en a pour un petit peu d'argent. J'ai pas forcément envie de devoir tout changer pour bénéficier du bon autofocus de la Sony. Et inversement, les gens qui sont équipés en Sony, bon bah voilà, je pense que les choix pour les gens qui sont déjà équipés, qui ont déjà leur habitude dans les menus, et ça va déjà se faire dans la plupart des cas, ils vont rester sur ce qu'ils aiment bien, et ils ont bien raison, hein. Si on aime bien les menus Sony, bah, il faut rester en menu Sony. Voilà. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Je peux travailler avec, hein, ça m'empêche. Mais du coup, si je devais acheter une caméra, bah, je vais prendre celle qui me plaît. Déjà, ça me semble le plus important. Après, si je voulais les distinguer vraiment, moi, je prendrais donc la Canon pour les raisons que j'ai évoquées. Mais ce n'est pas des raisons objectives. Et si tant est qu'on puisse l'être objectif, je pense que si je voulais marquer la différence, moi, je dirais que pour l'instant, elle est sur quand même le RAW. Je
pense que le RAW compressé en interne, c'est maintenant, c'est le futur. C'est quelque chose qui va sans doute se multiplier et plus c'est simple à travailler, plus c'est accessible, mieux c'est. Et je pense que quelqu'un qui voudrait se tourner vers du RAW, il aurait, à mon avis, intérêt à regarder la Canon, à l'essayer, à se faire son idée, bien sûr. Et peut-être que quelqu'un qui n'est pas intéressé par le RAW, qui aime bien l'ergonomie d'épaule, etc., plus intérêt à aller essayer la Sony. Voilà, c'est comme ça que moi j'essaie de les différencier en tout cas, parce qu'il faut bien essayer de les différencier. Ces deux machines haut de gamme font bien leur job toutes les deux. Voilà, moi je dirais que la différence, je la vois à peu près là, quoi. Voilà. Alors moi, je suis peut-être moins orienté vers un fabricant du coup par rapport à un parc d'optique existant ou un truc comme ça. J'ai tendance à travailler plus avec le monde de la location et du coup, je suis peut-être un peu plus, en tout cas, un peu moins guidé par ça. En tout cas, certainement, ça, c'est un excellent critère que tu as soulevé. Et on m'a plusieurs fois demandé, alors même qu'on était en train de concevoir ce test, qu'est-ce que toi tu penses est mieux, la Sony ou la Canon? Et je pense, en tout cas, dans les conseils que j'ai donnés, le plus souvent, c'était lié au parc d'optique et aux gens qui ont une machine ou une autre. Ceux qui ont FS7 et moultes optiques Sony, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Ceux qui ont C300 actuellement et moultes optiques Canon, enfin, il n'y a pas trop de doute non plus, quoi. Tu vois, la caméra, c'est une part de l'écosystème. L'écosystème est plus grand que ça. Après, voilà, je suis obligé de rejoindre Greg là pour le coup sur le RAW. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun doute. Le fait de pouvoir faire du RAW avec la Canon apporte un avantage, moi je pense, qui est, c'est parfois subtil. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Un AVC en log donne genre 95% de ce qu'il y a dans le RAW, et donc tout dépend de quelle importance on donne aux 5 derniers pourcents. On va le payer en rush, on va le payer en poids des rushs, on va le payer en ce genre de choses-là. Sur la Sony, on va le payer en attente, parce qu'il n'y a pas de RAW du tout. Et une fois qu'on l'aura, on va le payer aussi en rush, parce que ce sera du RAW. Et en plus de ça, on va le payer en BNC et autres batteries externes pour que tout le merdier fonctionne. Je suis obligé de confesser à tout le monde ici que je tourne quand même majoritairement en RAW. J'aime vraiment tourner en RAW. Et donc, ces 5% pour moi ont une importance. Et je trouve que dans la plupart des conditions de tournage qui me concernent, en tout cas, ils arrivent à trouver leur justification et on arrive à les faire rentrer. Même sur du docu, même sur des choses comme ça où des fois ça coince un petit peu, ça passe. Donc là, je pense que pour moi, il n'y a aucun doute. Dans l'état actuel des choses, la Canon a gros à défendre. J'étais un peu surpris au niveau de la sensibilité. Pour moi, le fait qu'il y avait dual ISO chez Sony et pas dual ISO chez Canon, tu vois, c'était gros avantage Sony. Et finalement, la Canon s'est montrée vraiment bonne à ce sujet. Donc du coup, là, je retire mon avis dessus, mais c'est pour ça qu'on teste, justement. C'est pour savoir. Sur l'autofocus, j'ai pas vu de grosses différences entre les deux. Je sais qu'il y a le mode reconnaissance d'objets ou d'animaux chez Canon qui n'y a pas chez la Sony. La Sony m'a épaté, voilà, au point que pour la première fois j'ai considéré l'usage même d'un autofocus. Donc là, entre ces deux là, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas vraiment décidé qui me plaît le plus. Avec les optiques que j'utilise, de toute façon, de manière générique, j'ai pas l'autofocus. Point. Et donc voilà, c'est plaisant que ça existe. J'ai vraiment très hâte. Et le premier des deux là qui fait une solution qui marche avec du coup S4, hein, on peut en reparler là. Sûrement ça va m'intéresser, mais là pour l'instant à ce niveau-là, il n'y a pas de grosse différence. Donc voilà. Sur l'enregistrement lui-même, l'AVC 4K qu'il y a sur les deux machines, dans mon expérience, c'est suffisant sur la vaste majorité des projets tout court. Voilà. Et peut-être vous allez me traiter de vieux con. C'est vrai, voilà. Moi, j'aime bien une caméra d'épaule, un gros machin que je trimballe, tout ça et tout. Et donc, du coup, en tant que vieux con, je suis moins attiré par les caméras de poing. Ça, c'est possible. Donc, ça, je le confesse, c'est totalement subjectif. C'est comme ça. Sur la qualité d'image, ce que j'ai vu,
En tout cas, sur les tests qu'on a amenés, qui étaient assez scientifiques, hein. Franchement, on a poussé le truc à coup de mathématiques et de delta E et de sciences couleurs. Les deux, elles se tiennent vraiment très bien. Et donc, si on peut me filer l'une ou l'autre. Très honnêtement, je serais ravi de faire le boulot avec. Donc, je pense que c'est une conclusion sans grand truc. Je préfère l'ergonomie de la Sony, le gros machin. Ça me tombe mieux dans les mains. Ça, c'est en tant que caméraman, du coup. En tant que qualité d'image, très honnêtement, les deux pour moi, sont à la hauteur. J'ai pas vu de différence, en tout cas dans ce que j'ai pu mesurer, alors que je m'attendais à avoir une différence plus forte. Et ce qui n'a pas été le cas. Concluons sur cette belle entente et à bientôt pour une nouvelle causerie. Exactement. À tout bientôt. À bientôt.